Donc c'est parti. Eh ben, bonjour à tous et à toutes. Merci d'avoir accepté l'invitation, Brice et Michel. Je vous connais pas, on se connaît à travers un peu à travers les réseaux sociaux. Euh, Brice, tu es une encyclopédie de ce que tu partages depuis des années. Et, tu as fait le livre Histoire de l'hypnose qui est fabuleux, que je conseille à tout le monde. Merci. Tu as aussi une chaîne YouTube, on la partagera aussi pour les personnes que ça Mhm. intéresse. Écoute, je vais te laisser l'antenne, peut-être vous présenter en quelques mots tous les deux, si vous voulez bien, pour les personnes qui ne vous connaissent pas. Honneur à Michel. Oh, Oh, mais c'est très gentil. Eh bien, Je t'en écoute, prie. moi, ça fait, on va dire, allez, une trentaine d'années que je fais de l'hypnose, euh, thérapeutique un peu, avec une école plus hellmanienne qu'éricksonienne, même si j'ai travaillé un peu sur les deux écoles. J'ai commencé en fait l'hypnose un peu par hasard en faisant du secourisme avec des pompiers québécois il y a 30 ans. Et du coup, ce sujet m'a passionné. Je me suis renseigné, j'ai fait un certain nombre de stages, de formation. Et puis, moi, ce que je fais le plus, c'est de l'hypnose de divertissement, mentalisme hypnose de divertissement, avec un objectif un peu particulier, c'est de faire connaître justement l'hypnose médicale, l'hypnose thérapeutique, et voir un petit peu tout ce qu'on peut faire avec l'hypnose en prenant ce divertissement comme moyen finalement de faire découvrir cette discipline. Voilà, j'ai travaillé aussi sur d'autres sujets un peu plus techniques, comme le recueil du témoignage sous hypnose, mais c'est pas le sujet, des choses un peu techniques dans un milieu plus professionnel. Voilà, voilà. D'accord. Merci pour la présentation. Et donc, Brice. Très rapide, je suis chirurgien dentiste, j'ai une activité libérale depuis 96. J'ai commencé l'hypnose début des années 2000, et puis voilà, ça fait 25 ans, on va dire, que je fais de l'hypnose au quotidien avec les patients. Et après, au fil des années, c'est développé une activité, on va dire, de formateur. D'abord à la fac, au niveau universitaire, on a créé un DU où j'enseigne depuis maintenant une dizaine d'années. Après, un institut privé, l'Institut Hellman. Et après, au-delà des activités de formation, des conférences. Et puis après, auteur des ouvrages voilà, sur l'hypnose. Donc, c'est une passion qui nous réunit ce soir. Et ce soir, je suis content parce qu'on sort un peu des clous. On va aborder un sujet qui me passionne et qui est l'hypnose de spectacle. Et, euh, et on va l'aborder d'un point de vue un petit peu historique, mais en même temps en montrant un petit peu, en ayant une réflexion un peu finalement sur qu'est-ce que cette hypnose de spectacle, qu'est-ce qu'elle a apporté à l'hypnose dite entre guillemets officielle. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose pour lesquels il faut avoir non seulement un recul historique, mais en même temps même scientifique et théorique, parce qu'il faut comprendre toutes ces interactions qui sont vraiment extraordinaires et passionnantes à explorer. Oui, on va faire le pont en quelque sorte entre l'hypnose de spectacle, le lien historique et l'hypnose médicale en Mm, soi. exactement. Alors, je vais vous partager un petit diapositive, partager l'écran. Partager l'écran. OK. Un système. Oh là là. Alors, là, il me fait un truc de l'espace. Alors, attends. Hop, c'est tout bon. Alors, on va parler donc un petit peu d'hypnose de spectacle. Alors, en fait, quand on pense à hypnose de spectacle, historiquement, souvent, c'est le grand classique, c'est évidemment la catalepsie entre deux chaises. Mais si on s'interroge historiquement sur l'origine de l'hypnose de spectacle, à mon sens, le premier à avoir mis en scène et théâtralisé finalement la transe, c'est Mesmer. Et Mesmer, il va utiliser cette transe collective et cette modélisation, on va dire, thérapeutique d'une transe collective, qu'on va ensuite retrouver par exemple en hypnose de spectacle, à travers le fameux baquet. Je vous ai mis un petit extrait d'un film qui n'est pas excellent, mais qui montre un peu l'ambiance qu'il y avait dans les salons en France au siècle des Lumières. J'avance un petit peu. Before you, the conductors of my power. Don't be frightened if you swoon away. Don't resist.
I did caress you, whisper to you, murmur to you as the force in me comes flowing into your flesh, your nerves, your bones. Take hold. Hold the breath. You may perhaps lose control of your senses. Et ce qui est intéressant, en fait, dans cette approche du baquet, c'est que quand les commissions royales, la première commission notamment avec Franklin Lavoisier, etc., expertisé ce baquet, ils ont trouvé uniquement de l'eau, du verre pilé, de la limaille de fer et des tiges de cuivre. Et en fait, Mesmer, c'était un bon magicien en ce sens que ça a été le premier à utiliser en fait un super truc qui est un convincer extraordinaire. Il faut savoir qu'au XVIIIe siècle, c'était les débuts, on va dire, de l'électricité avec Volta. Et le premier à avoir créé une pile électrique, c'est l'Aï-2, donc c'est la fameuse bouteille de l'Aï-2. Et en fait, Mesmer, il avait eu une idée géniale. Il avait créé une batterie énorme, c'est-à-dire que des bouteilles de l'Aï-2 entassées les unes avec les autres. Et son secret, donc, qui était dévoilé aux membres de l'harmonie universelle, c'était en fait que quand les participants touchaient les tiges de cuivre du baquet, ils recevaient en fait une décharge électrique. Et donc, tout simplement, ça prouvait l'existence du magnétisme animal. Et c'était pour moi, j'ai un profond respect pour les premiers mesméristes parce que c'est vraiment les premiers découvreurs et praticiens de la médecine psychosomatique. Et ils avaient compris intuitivement tous les ingrédients de la transe, l'atmosphère, les attentes, les convinceurs, le côté collectif, etc. Donc, cette hypnose, ensuite, après Mesmer, évidemment, elle va se prolonger en France avec, depuis Ségur, avec Deleuze, enfin avec tous les grands mesméristes, on va dire, du XVIIIe. Et puis, parallèlement à ça, il va y avoir en fait les imaginationnistes, donc avec De Faria, avec Hénin de Cuvillers, pour moi, est l'un des personnages peut-être les plus importants du XVIIIe siècle, si on se réfère à ce qu'on fait aujourd'hui en hypnose, avec aussi Bertrand, etc. Et eux vont commencer, en fait, et principalement De Faria, à faire aussi des démonstrations publiques. Et ce sont ces démonstrations publiques qui, à la base, veulent justifier en fait une pratique, on dirait maintenant thérapeutique, c'est-à-dire de transe à vocation thérapeutique, qui vont commencer en fait à lancer les mouvements d'hypnose, alors pas de spectacle, mais d'hypnose publique, d'hypnose qui se fait sur une scène. Il faut savoir que le mesmérisme en France, à partir du moment où il y a un déclin du mesmérisme en France, il y a eu toute une branche du mesmérisme qui s'est dirigée vers tous les pouvoirs, entre guillemets, un petit peu extraordinaires du somnambulisme. Et en fait, les premiers magiciens français de cette époque-là, ou bien même italiens, vont reprendre en fait les phénomènes extraordinaires liés aux capacités donc extralucides, par exemple la clairvoyance, la clairaudience, enfin tous ces phénomènes décrits par les mesméristes à tendance, on va dire, spiritualiste. Et ces magiciens, en fait, vont reproduire ces phénomènes-là, mais évidemment en utilisant des trucages. Donc, il y a Giuseppe Pinetti dans les premiers, il y a le grand Robert Houdin, et ça, Michel pourrait nous en parler davantage, évidemment, parce que c'est quand même le grand nom de la magie française, à la fois un inventeur, à la fois le théâtre de Robert Houdin, etc. Et puis après, il y a des mises en scène comme ça, avec notamment les frères Bonheur, avec une assistante comme ça.
qui se fait magnétiser et qui, dans cet état de magnétisme, a des capacités psychiques extraordinaires. Alors évidemment, tout ça est truqué. C'est un peu les prémices du mentalisme. Je dévoilerai évidemment pas les trucs. Mais il faut savoir qu'à partir du moment où Mesmer a été désavoué par les commissions, et puis le mesmérisme est tombé, on va dire, un petit peu en désuétude en France. Ensuite, il y a eu quelques survivances en Allemagne. Mais ça s'estompe. Et là, l'hypnose, c'est un peu, en fait, on va dire un serpent des mers. Hein. Donc, quand ça disparaît à un endroit, pour des raisons soit culturelles, soit médicales, soit on va dire, même spirituelles, parfois religieuses, il réapparaît dans d'autres pays. Et là, il va réapparaître en Angleterre. Et on va avoir ce qu'on a appelé le fameux trio britannique, Elliotson, Esdale, Braid. Et finalement, c'est la première fois qu'on va avoir une véritable interaction entre l'hypnose de scène et l'hypnose médicale. John Elliotson, donc je vous la fais courte, hein, mais c'est un grand patron de la médecine à Londres, et il assiste à des... Alors, après le déclin du magnétisme en France, il y a quelques magnétiseurs comme ça qui viennent importer un petit peu et faire des spectacles de magnétisme en Angleterre, à Londres. Et puis ça prend pas trop... il y a quelques spectacles un peu, mais c'est plus des spectacles, on va dire, un peu avec des feux d'artifice, etc. Mais le magnétisme tel qu'on le pratique, finalement, ça ne prend pas. Et puis, Elliotson, il assiste à une représentation donc d'un Français, Jules de Sennevoix, le baron du Potet. Il est quand même intrigué par ce qui se passe et lui dit, bah, écoutez, venez à l'hôpital. Et Elliotson, c'est un esprit assez ouvert. Et là, il lui confie des patientes pour utiliser le magnétisme et en fait lui apprendre le magnétisme. Et donc, c'est vraiment lui qui introduit le magnétisme dans le domaine médical. Donc, toute sa vie, et ça c'est extraordinaire, il fera du magnétisme. Il créera en même temps le Lancet, il se fera désavouer ensuite de la fac, il sera président de la Royal Society of Medicine, etc. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a un parcours incroyable. Et même à la fin de sa vie, quand on va dire Braid a montré que le fluide magnétique n'existait pas, mais que l'hypnose, on va dire ce qu'il a appelé le monoïdéisme ou l'hypnotisme existait, John Elliotson continuera de croire à l'existence du fluide. Ensuite, on passe en Inde. Alors, c'est un médecin britannique, mais qui, on va dire, est parti dans la Compagnie des Indes et qui va pratiquer en Inde et qui, lui, va découvrir le magnétisme, en fait, à travers The Zoist, qui est le journal édité par Elliotson. C'est un journal, il y a pratiquement 6000, il va le publier pendant une dizaine d'années. Moi, j'ai l'intégralité en PDF. Là, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de comptes rendus, justement, de traitements réalisés en hypnose médicale, mais aussi beaucoup de comptes rendus de séances comme ça, de magnétisme de rue, en hypnose on va dire, de spectacle, de scène. Et en même temps, il va développer, il va être aussi influencé par les trans de la rue, les trans de la rue, faits par les fakirs notamment. Et il va développer donc ces fameuses chirurgies en hypnoanesthésie qu'on a appelées en état SDL, etc. Donc là, vraiment, on commence à avoir des interactions entre ce qui se passe dans la rue, dans l'hypnose de scène, et en même temps ce qui se passe au niveau médical. James Braid, qui est connu pour avoir inventé le mot hypnose en 1843, et finalement, ce n'est pas lui, c'est Hénin de Cuvier-Lertz qui propose ce mot 20 ans auparavant, un Français, en 1820. Mais lui, c'est pareil, il assiste à des démonstrations de Charles Lafontaine, encore un Français qui s'est exilé à Londres pour continuer en fait son métier de magnétiseur, et qui va comprendre, qui va le voir une première fois, et puis qui retourne le voir une troisième fois, et il comprend que finalement, tout ce qui peut être fait comme ça par magnétisme peut être produit d'une autre façon, et c'est comme ça qu'il invente les premiers termes, en fait, le terme hypnose, et puis son premier ouvrage, Neurohypnologie, et ses premières inductions par fixation, donc focalisation d'attention sur un objet visuel. Ensuite, ça s'estompe à Londres et ça part aux États-Unis. Alors aux États-Unis, le mesmérisme, il a beaucoup de mal à percer au début. Il va y avoir les fameux tractors de Perkins. Ensuite, il va y avoir des disciples comme ça de Poyen, de Collier, de Quimby, parce que en fait,
parallèlement à l'émergence du magnétisme, il y a le développement du spiritisme. Alors, je ne vous refais pas l'histoire du spiritisme avec les sœurs Fox, avec les frères Davenport, etc. Mais c'est passionnant. Je l'ai cité brièvement dans le bouquin Histoire de l'hypnose, mais il y a beaucoup de choses à lire. Je vous recommande, il y a des ouvrages de référence. Il y a le bouquin de Burgess, Eugène Burgess, qui est extraordinaire, la Théâtre Spirit, si ça vous intéresse, mais c'est encore des anecdotes incroyables. Et donc, il y a des magiciens qui, de la même façon, vont s'emparer de tous ces phénomènes-là, de magnétisme et de spiritisme, pour développer en fait des spectacles dans lesquels on va reproduire tous ces phénomènes de spiritisme, alors on va dire tous les phénomènes liés au mentalisme, liés au spiritisme, etc. Et en fait, la magie, ce qu'on appelait le mentalisme américain, c'est né en fait un peu d'une modélisation des séances spirites qu'on pouvait faire. Il y a un très bon film, Midnight Alley, avec Bradley Cooper, Cate Blanchett, qui est sorti il y a 2-3 ans, là, qui raconte un peu cette histoire-là. En France, il y a eu Georges Méliès. Georges Méliès, on le connaît beaucoup pour les films, mais à la base, c'est un magicien. Il faisait beaucoup de spectacles parce qu'il avait repris le théâtre de Robert Houdin et beaucoup de spectacles, notamment le cabinet de Cagliostro, des trucs comme ça, étaient issus en fait des démonstrations d'hypnose. Et il y a évidemment Houdini qui, à la fois, va monter des spectacles de spiritisme, etc. et surtout traquer les fraudes spirites. Et ça, c'est aussi l'une des traditions, on pourra en parler avec Michel, des magiciens, de débusquer en fait les fraudes et toutes les personnes qui prétendent avoir des pouvoirs. Alors, ça peut être soit ESP, mentaux, spirit, etc. Et montrer qu'en fait, on peut les reproduire avec de la magie, avec de l'illusion, avec des trucs. On repart en France, et en France, on va avoir un peu ce qu'on appelle le siècle d'or l'âge d'or de l'hypnose. C'est d'abord l'école de Nancy, la fac de Nancy, avec tous les grands noms, on va dire Liébaud, Bernheim, Liégeois, etc. Coué par la suite, enfin, il y a plein d'autres praticiens, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que souvent, ces praticiens-là, en fait, vont faire appel à des personnes qui font du magnétisme, soit alors d'un point de vue un peu plus ésotérique, par exemple dans le cas de Stanislas de Gaïta ou de Papus, mais parfois des hypnotiseurs, on va dire des magnétiseurs de scène, notamment Donato, et c'est Bernheim qui va le faire venir plusieurs fois. De la même façon, à l'école de Paris, avec Charcot, et puis ensuite son successeur, Babinski, Donato va venir plusieurs fois montrer, faire des démonstrations d'hypnose à Charcot. En fait, je crois que ces grands praticiens de l'hypnose, que ce soit par exemple, peut-être un peu moins Liébaud, parce que Liébaud, lui, pratiquait beaucoup, mais Bernheim, et ensuite Charcot, c'était des gens finalement qui faisaient faire l'hypnose des fois par des assistants. Et puis, il y avait toute une théâtralisation de l'hypnose aussi, mais qui n'étaient pas très bons hypnotiseurs eux-mêmes. Donc, ils avaient souvent besoin d'hypnotiseurs de spectacle pour leur montrer des techniques ou même produire l'hypnose sur des patients. Ajoutez à cela que dans le cas de Charcot, ces patientes hypnotisées qui se prêtaient donc au fameux vendredi de démonstration, vendredi soir, de démonstration d'hypnose, du grand hypnosisme, etc. Il y avait quand même une part de simulation et de théâtralisation, et même qui échappait parfois à Charcot. Hein. Donc ça c'est intéressant à noter. Dans ce tableau qui est très connu, donc Charcot à la Salpêtrière, il y a un assistant qu'on voit, c'est Freud, et Freud, de la même façon, il va utiliser l'hypnose à ses débuts. Et comme il a beaucoup de mal, et comme c'est un mauvais, on va dire, hypnotiseur en termes de technique, il va faire appel à Franz Polgar, qui est un hypnotiseur des pays de l'Est, comme ça, pour lui montrer et travailler avec lui sur des techniques d'induction. De la même façon, dans l'école de Richer, donc Charles Richer, qui est un peu moins connu, mais qui est très intéressant à explorer avec ses disciples, Julian Ochorowicz, qui est connu pour ses travaux sur la suggestion mentale, la télépathie, et un grand bonhomme de l'hypnose thérapeutique, qui est connu aussi un peu plus des hypnos, Pierre Janet, mais aussi Alfred Binet, etc. Eux vont beaucoup étudier, alors c'est intéressant, notamment les spirites. Et notamment, la plus grande spirit à cette époque-là, c'est Eusebia Palladino. Et Eusebia Palladino, on sait pertinemment maintenant qu'elle a vraiment complètement bluffé et
truqué évidemment toutes ces démonstrations, mais Richer y a cru tellement qu'il a consacré des ouvrages entiers sur justement les capacités psychiques en termes de télépathie, en termes de télékinésie, en termes de tout ce qu'on appellerait maintenant les pouvoirs ESP. Et c'est intéressant parce qu'en fait, il y avait les grands scientifiques qui étaient peut-être les plus grands poètes et qui voulaient vivre aussi l'illusion, et en même temps, il y avait les magiciens qui, eux, de leur côté, savaient quels étaient les trucs utilisés par Palladino. Il va y avoir à ce moment-là, donc, on va dire aussi un âge d'or de l'hypnose de spectacle qui commence vraiment à se produire partout en France, en Europe, que ce soit même en Angleterre, en Allemagne, en Belgique. Et alors, on peut citer évidemment les frères Isola, Bénévole, le grand Donato, qui a été vraiment un grand hypnotiseur de scène, etc. Melinov, Pickman, Dixon qui va beaucoup, on appellerait ça... divulguer, on va dire, qui va faire beaucoup de devinage, qui va beaucoup divulguer, mais ces bouquins sont extraordinaires pour comprendre un petit peu l'ambiance qui régnait dans ces moments-là et surtout comprendre quels étaient tous les trucages utilisés, que ce soit aussi par les spirites, les fakirs et en même temps les magnétiseurs. Donc, il y a beaucoup de choses à prendre. Et moi, je suis vraiment, en tant que magicien, un grand fan de tout cela. On part ensuite, ça disparaît en fait en Europe, l'hypnose. Alors, pour simplifier, on va dire il y a l'émergence à la fois de la pharmacie, de la psychanalyse et de l'anesthésie. Donc on dit que l'hypnose, c'est quelque chose un petit peu au niveau médical qui est à reléguer aux vieilles pratiques. Et donc on l'utilise un peu moins. Mais il y a toujours des praticiens, je pense à Chertok, notamment en France, qui vont continuer, à Jagot aussi, et aussi dans les milieux ésotériques, qui vont continuer à pratiquer l'hypnose. Mais sur le plan officiel et médical, c'est beaucoup moins pratiqué. On repart aux USA, et aux USA, ce qui est très intéressant, c'est qu'alors cette fois-ci, les frontières sont beaucoup plus fluides entre l'hypnose de scène et la thérapie. Et en fait, beaucoup d'hypnotiseurs qui ensuite sont devenus des grands hypnothérapeutes ou bien des grands formateurs en hypnothérapie viennent de la scène. Premier, c'est Dave Hellman, qui a été pendant 15 ans dans les Vaudevillians, les troupes de théâtre itinérants, et qui ensuite, de 48 à 62, a créé son Course in Medical Hypnosis, c'est-à-dire pour enseigner l'hypnose uniquement aux médicaux. Je pense à Rexford North, qui a été avec également Harry Arons, le créateur de la NGH. Et petite anecdote sur North, il est devenu sourd. Et donc, c'était un hypnotiseur qui était sourd. Et ça, c'est quand même incroyable de faire de l'hypnose et ensuite de ne pas entendre en fait ce que dit le patient. Mais il avait une telle expérience qu'il a pu continuer comme ça à faire de l'hypnose toute sa vie. Charles Tebetz aussi, qui a été un hypnotiseur de scène et ensuite qui a créé les Parts Therapy. Gil Boyne, qui a été à la base un hypnotiseur de scène et qui ensuite a créé la première école pour enseigner l'hypnose à des non-professionnels, enfin des non-médicaux, ce qu'on appelait les lay hypnotistes, et en même temps qui a créé le format des Transforming Therapy. John Kappas, qui a créé la HMI, qui est une grosse école de formation sur la côte ouest aux États-Unis aussi, et qui a donné son nom au métier d'hypnothérapeute, en fait, dans le registre des professions officielles aux États-Unis. Et le grand Ormond McGill, évidemment, qui est né en 1910, qui est mort en 2005, 2006, je ne sais plus, et qui a fait de la magie pendant 20 ans, de l'hypnose pendant toute sa vie, et ensuite de l'hypnose de scène, et après de l'hypnothérapie à sa retraite de 70 à 96 ans, je crois. Il a enseigné la HTI qu'il avait créée avec Randall Churchill sur la côte ouest aux États-Unis. Et Ormond McGill, c'est vraiment on va dire le père de l'hypnose de scène, de l'hypnose de spectacle. Parce que l'hypnose de scène, avant, c'était principalement un peu ça. C'est-à-dire, on avait un hypnotiseur qui contrôlait un sujet, qui lui faisait faire la poule, n'importe quoi. Et surtout, beaucoup de performances physiques, des catalepsies, des trucs, etc. Et finalement, Ormond McGill, c'est le tout premier à scénariser tout ça. Alors déjà, à approfondir la pratique de l'hypnose, parce qu'il avait une grande connaissance aussi bien culturelle des trans, orientales, occidentales. Il avait beaucoup travaillé sur la magie, la sorcellerie, parce qu'il a beaucoup voyagé en fait en tant que magicien professionnel. Donc là, on le voit par exemple pratiquer des inductions de type avec le son, ce qu'il appelait l'hypnose orientale. Et il faut vraiment se plonger dans ses ouvrages parce que c'est une mine
d'information et à la fois sur le plan de l'hypnose de scène, mais aussi sur l'hypnose thérapeutique. Hein. Il y a des bouquins extraordinaires. Ce qui est très intéressant chez McGill, c'est toujours le côté esthétique. C'est vraiment toujours très doux, c'est un gentleman et c'est quelqu'un qui avait une telle connaissance de l'hypnose que pouvait obtenir avec beaucoup d'humour, beaucoup de gentillesse, à peu près tout ce qu'il voulait. Les suggestions passaient tout le temps. Voilà. Moi, ça reste mon mentor en hypnose dans la façon de faire de l'hypnose, c'est-à-dire cette élégance, quoi. On retourne en Europe. En Europe, on va avoir des magiciens un peu borderline. On va avoir Jacques Romano, qui est assez peu connu en France, mais qui a fait une carrière incroyable aux États-Unis. Et notamment, Hellman disait de lui, c'est la seule personne qui m'impressionne en hypnose. On va le voir dans les pays de l'Est, Wolf Messing, qui va faire sa carrière un petit peu en faisant des coups assez incroyables, notamment avec Staline, etc. Et le fameux Franz Polgar, qui ensuite va devenir hypnotiseur et va devenir un hypnotiseur très connu aux États-Unis. Il fera une carrière notamment avec beaucoup d'hypnose de scène à la télé. Quand on voit un peu l'hypnose de scène dans ces années-là, de la même façon. What's wrong with these people? Sick? One over the eight? Neither. They're hypnotized. Using total strangers as subjects, here's a demonstration by the famous hypnotist Richard Payne. First, he takes his 3 subjects for a bicycle ride. Now concentrate. C'est toujours une hypnose très, on va dire, très spectaculaire, très visuelle. Voilà, beaucoup de phénomènes physiques, mais finalement, il y a assez peu, avant Orman McGill, de scénarisation des routines. Voilà, c'est toujours, là, on leur fait faire du vélo, après, il y a toujours la catalepsie entre 2 chaises, après, il y a l'orchestre, on les fait jouer d'un instrument, etc. Mais finalement, il y a assez peu de réflexion sur la scénarisation. Et il faut attendre McGill. Pourquoi? Parce qu'en fait, à la différence des autres hypnotiseurs, Orman McGill, lui, vient de la magie. Et souvent, il y a une grande différence, ça on peut discuter après, entre les hypnotiseurs de spectacle et ceux qui sont magiciens. Et à mon sens, c'est lié au fait que quand on est magicien, il y a le goût de l'émerveillement. Et donc, il faut que le spectacle soit merveilleux pour le public et que le public ait envie de participer. Et donc, il va y avoir des routines qui vont avoir davantage tendance, en hypnose de scène, à créer ce goût de l'émerveillement plutôt que manquer de respect, comme on le voit parfois, ou bien être autoritaire ou un peu pushy, malheureusement. Alors, bon, il y a toute la génération française, et puis là, maintenant canadienne, mais avec Michel de la Vega, Dominique Webb, Frank Six, enfin, bon, j'en oublie, hein, mais pour montrer qu'il y a eu vraiment une survivance de ces magiciens et de l'hypnose de scène dans ces années 70, et puis après 80, 90, etc. C'est des magiciens et des hypnotiseurs de spectacle qui ont travaillé avec des médecins. Par exemple, Dominique Webb, il a beaucoup travaillé avec un dentiste qui s'appelait le docteur Raphaël Cherchev, qui a écrit un très beau livre dans les années 70, l'hypnosophrologie en art dentaire. Francis, il avait fait des vidéos comme ça, on le voit faire travailler sur des accouchements, etc. Donc, ils ont continué à garder cette interaction. Alors, je vous en montre une petite, par exemple, de Michel de la Vega. Alors, Michel de la Vega, donc hypnotiseur français, magicien, etc. Et lui, il va passer dans une émission aux États-Unis et il va nous faire la classique, alors j'avance un peu, mais démonstration de catalepsie. Et c'est intéressant parce qu'il le fait presque avec assez peu de suggestions, de façon très en hypnose non verbale. La fixation des yeux, alors ça j'aime beaucoup cette induction, elle est assez amusante. On voit les mouvements idéomoteurs, la bascule corporelle, etc. Et ensuite, il va provoquer la catalepsie. Alors évidemment, il y a un peu une scénarisation, une dramatisation
Ça, c'est pour le spectacle, hein, mais c'est bien fait quand même. Hein. Allez, j'avance un peu. Voilà, après, bon, bascule arrière. Et ensuite, la catalepsie, le grand classique. Et à l'époque, carrément, alors, bon, soit on montait dessus, soit c'était on cassait des pierres. Hein, voilà. Alors, j'avance hein, parce qu'on en oublie beaucoup, mais j'aimerais faire un parallèle qui est intéressant, à mon sens, entre un grand bonhomme incroyable, et ça, je l'ai un peu cité un peu plus abondamment dans mon bouquin, qui est Walford Body. Walford Body, pour moi, c'est l'équivalent de Derren Brown à l'heure actuelle. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui, il y a un siècle, à la fin au début du 20e, fin du 19e, début 20e, va être le magicien le plus connu du monde entier. Et il va développer des spectacles incroyables, mêlant à la fois l'hypnose, l'électricité, la radiographie, on va dire des expérimentations physiques un petit peu débutantes, et en même temps mêler ça à une scénarisation, vraiment, il y avait à la fois la dimension, on va dire, de l'hypnose, de la transe, mais en même temps ce côté, on va dire, grande illusion. Et c'est incroyable. Et maintenant, on le retrouve chez Derren Brown, où il y a ce mélange comme ça entre à la fois le showman, c'est-à-dire la démonstration, ce qu'on voit publiquement, en même temps toute une réflexion sur le psychosocial. Enfin, pour moi, bon, je suis un fan absolu. Je suis allé le voir plusieurs fois à Londres en live, Derren Brown, pour voir ses shows. Et c'est un petit génie. Il y a beaucoup d'autres hypnotiseurs de scène, hein, évidemment, au niveau anglo-saxon, que j'aime beaucoup, ou dans les mentalistes. Je pense à Luc Germain, enfin, toute cette génération-là anglo-saxonne. Mais alors, quelques exemples, évidemment, hein, de coups qu'il a fait grâce à l'hypnose. Comment payer dans un magasin, ça c'est plus de la PNL, avec des faux papiers, comment gagner au tiercé, comment, bon, enfin, vous pouvez retrouver tout ça sur YouTube. Là, il nous refait une catalepsie en faisant croire que la personne est incorporée par un esprit. Enfin bon, toute une mise en scène, et puis c'est un personnage avant tout. Hein. Voilà. Donc en conclusion, moi je dirais que ce qui est intéressant historiquement, déjà, c'est de voir l'ouverture et l'interaction qu'il y a toujours eu entre les hypnotiseurs de scène et l'hypnose dite officielle ou institutionnelle, que ce soit l'hypnose de spectacle, etc. Et moi, particulièrement en hypnose opératoire, moi, j'ai une pratique où j'ai 80% d'hypnose opératoire et 20% d'hypnose thérapeutique. Donc, en hypnose opératoire, on a besoin de beaucoup d'outils hypnotiques pour gérer la transe profonde, la transe somnambulique, la transe profonde stuporeuse, etc. Et donc, tous ces outils viennent en fait de modélisation principalement de la transe de spectacle. Parce qu'en fait, ceux qui savent le plus et le mieux travailler avec le somnambulisme, évidemment, ce sont les hypnotiseurs de scène. Donc, il faut créer des ponts et surtout s'intéresser de très près en tant qu'hypno à l'hypnose de scène. Il y a de la bonne hypnose de scène, il y a de la mauvaise hypnose de scène, comme il y a de la bonne hypnose thérapeutique et de la mauvaise hypnose thérapeutique. Donc, il faut s'intéresser aux bonnes personnes et surtout comprendre quels sont tous les ingrédients de la transe. Voilà. Et comment on produit le management la gestion de la transe profonde. Voilà, j'aurais fini avec ce petit PowerPoint qui mêlait des éléments historiques. Donc, je pense que j'arrête. Voilà, je peux repasser. Voilà, c'était un panorama rapide. Alors, évidemment, j'en ai oublié beaucoup. J'ai préparé ici des bouquins, si vous voulez que je vous présente quelques bouquins, mais on fera ça à la fin. Je préfère qu'on discute un peu tous ensemble de cette hypnose de scène, cette évolution de cette hypnose de scène, parce qu'il y a des choses incroyables. Et puis aussi, il y a des choses qui sont connues des magiciens et qui ne sont pas connues des hypnotiseurs on va dire qu'ils font de la thérapie classique et inversement. Donc ça c'est très très intéressant de pouvoir échanger sur le sujet. C'est passionnant. Et si vous voulez bien, j'ai 2 vidéos là. T'en as déjà montré une dessus, mais qui sont assez anciennes. Je vais les mettre en. Hop. Celle-ci, je crois on l'a vue. C'est celle que tu as passée. Oui, voilà. Ouais. Hop.
Et là, on va avancer un peu. Tac, tac. Donc là, il y en a une deuxième. Hop. Ah oui. Keep your eyes fixed to mine. Eyes, lock your fingers together, tighter, tighter, tighter. Sleep. After sleeping, you cannot wake up until I tell you to wake up. You'll hear no sounds, no noises, nothing but my voice. Now turn around, stand up straight. Stay asleep. Straight. Deep sleep. That's Mr. Slater giving a demonstration of hypnotism in London. While under the spell, so to speak, the airman had been made to believe that he could hypnotize himself afterwards. I shall feel no pain in my left hand. I shall feel no pain in my left hand. Do you feel any pain, sir? No. How does your hand feel? Completely numb? No. Yes, evidently painless. And Mr. Slater says he's a hypnotist with a purpose. As for the self-hypnosis which I have demonstrated here, it is also my hope that the armed forces, the soldiers and sailors of the British Empire, will be taught self-hypnosis so that they may endure the rigors of warfare, may sleep through the greatest bombardment ever laid down, go 2 or 3 days without food, and do many other things which formerly were never deemed possible by the human body or mind. On voit que c'est super intéressant, c'est à l'ancienne, hein. On pourrait plus faire ça maintenant sur les télés, c'était sur un militaire. Bon là il parle un peu, là on va aller en Espagne, donc on va faire rapidement. Donc là c'est un autre style. Ah oui, je crois que tu l'as peut-être vu. Ouais. Ouais, il est un peu hardcore, on va dire, lui. Ouais. Faut remettre le contexte encore. La mente humana es poderosa. Je vais l'avancer un peu. Et juste pour voir, bon, dans les années 80. ¿Está? Yo estoy en estado receptivo. Yo capto una imagen y lo paso a nivel consciente. Está dudando, señor. Debe de saber el lugar exacto, lo dice a la derecha. Piense la persona que es con exactitud. Là, on voit que c'est plus en douceur, comme tu expliquais tout à l'heure. Là, c'est plutôt brusque. La hipnosis no es más que un fenómeno neurofisiológico, un trastorno sensorial. La persona cuando está bajo hipnosis está más despierta que nunca. El individuo se da cuenta de todo, está escuchando de todo, pero no puede decir... Hop. Donc là, oui, ça en Espagne, on voit bien la différence aussi, certainement le côté latin aussi, hein, à l'époque. Et puis le charisme à la base, lui, je crois, il est magicien aussi. C'est quelqu'un de bien connu en Espagne, magicien, mentaliste et hypnotiseur. Et je vais mettre juste une dernière vidéo qui dure 2 minutes, qui va te plaire, Brice. Donc c'est en Russie. C'est un cours à l'université là-bas dans les années 60, je crois. J'ai fait la traduction en automatique, donc on va voir ce que ça donne. C'est super intéressant. Еще одно занятие. На этот раз задача психотерапевта гораздо сложнее. Учитывая функциональный характер заболевания, психогенный генез этих нарушений, можно рассчитывать, что здесь нам удастся снять эти нарушения. Вы можете шевельнуть своей рукой? Как вы себя чувствуете? Я очень плохо. На предварительных сеансах врач уже подготовил больную. Всегда могу стать невозможно? Или можете стать? Все решится сегодня. Так. Сейчас. Смотрите мне сюда. Сейчас по счету 1, 2, 3. Веки ваши станут тяжелыми, непослушными. Мысли в голове спутаются, и вы погрузитесь в крепкий, приятный, глубокий гипнотический сон. 1. Тяжесть, туман. 2.
мысли в голове путаются, тяжесть туман нарастает, вы все глубже и глубже погружаетесь в приятный, глубокий, оздоровляющий вас гипнотический сон. 3. Спать. Спать глубже, крепче, приятным, глубоким гипнотическим сном. Слушайтесь меня внимательно. Представьте себе, что сейчас не 1970 год, а сейчас 1968 год. Тот год, когда вы еще были здоровы. Прекрасный летний день, вечер. Вы идете по шумной улице, вам нужно перейти через улицу на ту сторону. На светофоре зажегся зеленый свет, и вы пошли по улице. Вы переходите улицу, и вдруг, переходя эту улицу, вы с ужасом видите, что какой-то шофер нарушил правила уличного движения, и на вас мчится легковая машина. Эта машина может задавить вас, спасайтесь от них! Проснитесь. Вы снова владеете своей ногой. Ваша рука поднимается. Нет, это не чудо. Это особый прием стрессопсихотерапии. Потрясение против потрясения. Сегодня для психотерапии такие излечения обычные. C'est vraiment passionnant de voir les façons de travailler, surtout là-bas à l'époque. L'enseignement qu'ils donnaient devant les élèves, c'est passionnant. Donc voilà, les petites vidéos. Bon, après, il y en a plein d'autres. Ouais, c'est super. Moi, je suis un grand fan comme tout le monde, hein, de toutes ces vidéos historiques. Et alors, surtout l'hypnose soviétique, là, je suis en plein dedans. Mais bon, ça sortirait du topics de la soirée, donc on va rester sur l'hypnose de spectacle. Justement, je te coupe, justement, par rapport à soviétique, la Russie, bon, tu l'as évoqué tout à l'heure, mais qu'en est-il du spectacle est-ce que tu as des sources, un peu plus que celles qui sont connues et qui ressortent généralement? Tu as des infos, Michel, ou pas? Ou tu veux que je réponde? Alors, sur l'hypnose de spectacle en Russie, pas du tout. C'est encore un peu opaque. Je suis même pas sûr, parce que tu sais qu'il y a des pays, alors je sais pas si la Russie en fait partie, où l'hypnose de spectacle est des fois mal vue, des fois même interdite. Tu as des pays où tu peux pas pratiquer l'hypnose de rue, comme on voit en France, la street hypnose librement. Je sais pas pour la Russie, mais c'est vrai que j'ai rarement vu de vidéos récentes d'hypnotiseurs russes. Je sais pas, ça doit peut-être exister, mais j'en ai pas vu. Non. Alors en fait, moi, si tu veux, quand j'ai préparé l'histoire de l'hypnose, là, j'avais des infos grosso modo sur la période, on va dire russe classique, c'est-à-dire Tokarsky, Platonov, Pavlov, toutes ces écoles-là, tu vois, du début du XXe siècle. Et puis après, j'avais zéro info sur la période soviétique. Et en fait, depuis très peu de temps, là, j'ai pu avoir des infos, mais quand je te dis peu de temps, c'est il y a 6 mois, 1 an. Parce que j'ai un copain qui est en Russie, je lui dis, qui est à Moscou, et je lui dis, écoute, si tu as le temps, va me chercher, va voir à la bibliothèque s'il y a des trucs, etc. Donc, il m'a trouvé les articles, il m'a trouvé les bouquins, etc. Et en fait, il y a 2 grands noms de l'hypnose soviétique pendant la période donc soviétique, Rochnov et Rykov. Rochnov, ça a été le grand patron, c'est un psychiatre, le grand patron de la psychiatrie à Moscou. Et lui, il a énormément travaillé avec son épouse sur l'alcoolisme. Donc, ils avaient des cliniques où il y avait, alors c'était beaucoup de transes collectives, ils faisaient des hypnoses en fait, mais ce qui durait très 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 longtemps. Hein. C'est vraiment les hypnoses profondes, Soviet System, tu vois, les patients, ils étaient là pendant 6 mois et tous les jours, on leur faisait 4-5 heures d'hypnose, etc. Donc là, j'ai tous les bouquins, tous les articles. C'est scanné, c'est en cyrillique. Donc là, je suis en train de bosser avec de l'IA, de l'intelligence artificielle. Alors, vu ma capacité d'informatique, ça me prend un peu de temps pour traduire ça, voilà. Et après, alors ça, c'est un peu moins intéressant parce que Rochnov, les bouquins qu'il a produits, c'est des bouquins sur l'histoire. Voilà. Mais bon, il y a quand même pas mal de choses qui sont intéressantes sur l'hypnose soviétique. Et par contre, il a eu un élève, un disciple qui s'appelait Rykov. Alors Rykov, on connaît un tout petit peu ce qu'on a appelé la créative hypnosis de Rykov. On voit une vidéo, tu sais, où il y a une nana qui joue comme Rachmaninov.
Voilà. Et elle était stressée au piano et il se met à jouer quand même. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Rykov, donc, alors là, pareil, totalement mystérieux, pas de bouquin, pas d'article, rien du tout. Et j'avais juste le nom. Et en fait, en cherchant, j'ai trouvé que il avait fait des séminaires à Milan, fin des années 70, début des années 80. Et le mec qui avait organisé ces séminaires, c'était un psy, Petr Zivny. Et moi, j'ai ma fille qui vit à Milan, puis Milan, c'est pas très loin de Nice. Et donc, je suis rentré en contact avec lui. Et donc, lui, c'est le dernier disciple de Rykov, qui a été lui-même le disciple de Rochnov. Voilà. Et donc, c'est des mecs qui t'expliquent. Donc là, ça fait 6 mois qu'on est en contact. Chaque fois que je vais à Milan, on passe la journée ensemble à parler d'hypnose. Il me montre des trucs. Donc, il m'a passé tous les bouquins de Rykov, les vidéos, les trucs. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que là, je découvre vraiment une hypnose soviétique qui, pendant 30, 40 ans, voire 50 ans, a vécu en autarcie complète. C'est-à-dire, ils ne connaissaient pas ce qui se faisait aux États-Unis, évidemment, c'est la guerre froide, mais Erickson, même pas en rêve, tu vois, Hellman, même pas, enfin, tout, ils ont vécu avec leur façon de faire de l'hypnose et qui est très, très intéressante parce que très puissante. Et alors, très, très manipulatrice, très liée à l'autorité, mais avec des transes de fou. Et là, il y a vraiment à creuser. Et donc, là, par exemple, en juin, avec Petr Zivny, là, on se retrouve, il y a le Congrès mondial d'hypnose, là, on fait des présentations, on va se retrouver ensemble. Et puis, l'année prochaine, on fera de la formation ensemble à Milan. Voilà, sur l'hypnose des pays de l'Est, c'est un truc de fou, quoi. C'est vraiment un truc qui est pour moi totalement historique, tu vois, totalement inexploité, inexploré. Donc là, je suis en train de scanner les bouquins de Rykov, là, et il va falloir encore que je m'y mette pour ramer, mais c'est un truc sans fin, tu vois, en hypnose. Rykov, j'ai quelques vidéos. Comme ça, dans lesquelles tu t'engouffres. Donc voilà. Donc, alors, pour répondre à ta question, l'hypnose de spectacle, il y a des grands hypnotiseurs connus sur le plan public. Alors, un des plus connus, c'est Kashpirovski. Voilà. Ça, il y a son nom. Il faisait beaucoup d'apparitions télé, mais c'est pas de l'hypnose spectacle tel qu'on l'entend, nous, en termes de divertissement. C'est plutôt de l'hypnose telle qu'on la voit dans les années 20 ou 30, c'est-à-dire très spectaculaire, avec des gens qui s'effondrent, avec des catalepsies, on est encore vraiment dans la performance physique. Et alors qu'aux États-Unis, tu vois, à partir de McGill, l'idée, c'est on crée un spectacle pour qu'il y ait vraiment l'émerveillement du public et il se passe quelque chose. Et on le voit ensuite où il y a, par exemple, des hypnotiseurs incroyables. Moi, je pense à Pat Collins. Les spectacles de Pat Collins, c'est incroyable de drôlerie, quoi. Après, en Australie, je ne sais pas si vous connaissez Martin St. James, mais c'est extraordinaire, c'est drôle, quoi. C'est vraiment... tu sens que derrière le phénomène hypnotique, il y a vraiment une exploitation du phénomène pour le spectacle, voilà. Et finalement, ce qui va te compter, c'est le spectacle. Et surtout, il faut que ce spectacle, c'est pas que du spectaculaire. Il faut qu'il y ait vraiment une histoire, un storytelling, qu'il y ait un fil rouge, etc. Et maintenant, un vrai spectacle d'hypnose de scène, c'est plus j'hypnotise des gens, je fais tomber par terre, parce que ça, tout le monde a vu ça, mais c'est je raconte une histoire et dans cette histoire, il se produit des trucs, etc. Et au plus les spectateurs sont émerveillés, au plus ils ont envie de dire ah ben j'aimerais bien vivre ça, tu vois. C'est un peu comme en street. Enfin, moi, on partait de la même intention, c'est-à-dire faire vivre aux gens des phénomènes extraordinaires pour que les autres qui participent aient envie de vivre la même chose. Voilà. Et donc, tout ce qui était évidemment irrespectueux, tout ce qui était brutal, tout ce qui était, on va dire, pas éthique, c'était totalement évacué parce que sinon, tu perds complètement l'enjeu de soit de la street, soit de l'hypnose de scène. Hein. Et je crois que Michel, toi qui as de la bouteille, comme on dit, tu as vraiment l'évolution dans le milieu de l'hypnose de scène. Ouais, il y a clairement une évolution. Ouais. Il y a une évolution énorme entre même Dominique Webb et maintenant. Et pourtant, Dominique Webb, moi, j'ai connu des gens qui ont travaillé avec lui. Je pensais à Gaëtan Bloom notamment. On en a discuté longtemps. Voilà. C'était une autre époque. Alors, ça évolue. Heureusement, il y a peut-être encore quelques personnes qui restent à l'époque ancienne, ou par leur comportement, etc. Tu parles de mise en scène, la mise en scène, elle est fondamentale, ça se développe de plus en plus.
pourtant, on a quand même énormément de spectacles d'hypnose qui sont stéréotypés. On va retrouver les mêmes routines à la suite. Et c'est pas du tout péjoratif ce que je vais dire, mais des spectacles de camping qui vont s'enchaîner pareil. Et inversement, comme tu l'as fait remarquer, il y a plein de gens qui développent ce côté un peu comme en magie humoriste. C'est-à-dire qu'on va utiliser l'hypnose, mais on va aussi faire un one-man show avec cette hypnose qui va être très drôle. Les Américains ont commencé bien avant nous, tu l'as nommé. Mais on arrive à voir en France un petit peu comme Éric Antoine avec la magie, des spectacles d'hypnose où on va avoir le côté humoriste, one-man show, qui va finalement un peu augmenter le spectacle pour faire de l'humour et faire un vrai spectacle. Ça se développe de plus en plus en France. Les gens... mais là, ça demande une double casquette, j'ai envie de dire, parce qu'il y a le côté technique de l'hypnose, mais il y a aussi le côté humoriste, et tout le monde n'a pas la tchatch ou la mise en scène ou le côté comédien qui va bien. Mais c'est bien aussi parce que c'est vrai que ça renouvelle un peu le genre. Tu parlais de catalepsie, moi c'est vrai quand je vais voir un spectacle d'hypnose et que tu vois des gens qui dansent un slow avec des chaises, une catalepsie à la fin, et au début des inductions où tout le monde tombe, tu te dis oui, mais ça je l'ai vu des milliers de fois dans les 40 dernières années, quoi. Alors que maintenant, tu as des gens qui font des efforts au niveau musique, au niveau son, au niveau costume, au niveau, comme tu dis, raconter une histoire, c'est-à-dire intégrer ces routines d'hypnose, pas simplement, tu vas oublier ton prénom, mais intégrer dans une histoire du début à la fin, où tu vas pas simplement être bourré, mais tu vas boire un liquide, voilà, où tu vas avoir une mise en scène. Et un peu comme en magie, tu donnais l'influence des magiciens sur les hypnotiseurs. La magie, en cela, c'est une très bonne école, comme le théâtre, parce que finalement, quand le spectacle est construit comme un film, finalement, ni plus ni moins, ou comme une pièce de théâtre, avec ses unités de temps, avec toute cette graduation, on va dire, dramatique, avec etc., ça renouvelle, enfin, ça donne un vrai spectacle, et c'est un vrai show, et pas simplement une démonstration à l'ancienne de pouvoir avec un queue de pie, et très grand geste, ou le pendule, et même si on peut reprendre ça pour un spectacle d'ailleurs, parce que du coup, le retour aux sources peut être sympa aussi en hypnose. Mais non, je pense que tu as parfaitement raison. Moi, ce que je voudrais dire aussi peut-être, c'est entre l'hypnose de spectacle et l'hypnose thérapeutique, il y a une approche qui est différente selon les civilisations. Les anglo-saxons ont compris bien avant nous, mais vraiment bien avant nous. On parlait d'Hellman, bien sûr, mais il y en a eu d'autres aux États-Unis. McGill, dont on parle, qui a fait d'ailleurs une magnifique encyclopédie de l'hypnose de spectacle qui est traduite en français, en tout cas les 2 premiers tomes pour l'instant, qui est traduit en français, qui, même si elle est datée, est formidable par la qualité de tout ce qu'il a pu mettre dedans. Les anglo-saxons, ils avaient compris depuis longtemps, c'est-à-dire que les gens du spectacle sont venus à la thérapie, ils faisaient du spectacle et ça encourageait les gens à aller voir des hypnothérapeutes parce qu'ils voyaient des spectacles d'hypnose. Chez nous, ça s'est passé, tu l'as dit au début, c'est-à-dire à l'époque de Charcot, tout ça, ils avaient vu des spectacles, ils se sont dit, comment on peut faire? Et puis après, il y a eu vraiment un blackout, je trouve. Alors, peut-être lié aussi parce que la médecine a mis du temps à se mettre à l'hypnose finalement et à rejeter une partie en disant attendez, on fait de l'hypnose, mais nous c'est de l'éricksonien. Et je parle pas de tout le monde, mais il y a eu ce barrage qui a dit il y a l'hypnose de spectacle d'un côté, mais nous on fait pas du tout ça. On fait pas d'induction, on fait comme ça, on fait voilà. Et maintenant ça change et c'est super que ça change. Enfin, ça fait quelques années que ça a déjà changé. Mais je trouve que les anglo-saxons, tu vois, on parlait de même Mesmer au Canada, enfin au Québec et au Canada, ça attirait des gens chez les hypnothérapeutes. Chez nous, c'était plutôt les hypnothérapeutes qui disaient ah non, mais moi, je pratique pas ce genre d'induction, je fais tomber personne, je fais pas la poule. Moi, c'est du conversationnel, c'est de l'induction indirecte, c'est Milton Erickson mis à toutes ses sauces. Et je trouve que ça change un peu. Enfin, moi, ce que je trouve qu'il faut vraiment changer, mais je sais, Brice, qu'on est d'accord là-dessus, c'est que l'hypnose, c'est l'hypnose. Après, il y a le spectacle, c'est une utilisation de l'hypnose, il y a la thérapie, il y a l'hypnose médicale, tout ça c'est une autre utilisation. Mais sur ses fondamentaux et ses principes, tu l'as fait remarquer, c'est la même chose. Donc dire, moi je fais pas d'hypnose de spectacle, c'est une chose, je ne fais pas d'hypnose de spectacle. Mais dire que c'est totalement différent de l'hypnose thérapeutique, je pense que c'est là où est le problème. C'est pas différent, c'est un autre usage, il y a d'autres techniques, il y a des... Voilà, mais... Et je trouve qu'en France, on est encore un peu trop à vouloir séparer les genres. Mais je crois qu'on le fait aussi en France avec un acteur n'est pas un chanteur, alors qu'aux États-Unis, ils font tout en même temps. Je veux dire, Dave Hellman, voilà, il a fait de la radio, il a fait du showbiz, mais il était super crédible également comme thérapeute. En France, c'est plus compliqué, je trouve, encore aujourd'hui. Mais ça change, heureusement.
C'est une vieille institution. Après, il ne faut pas oublier non plus dans l'histoire de la France, il y a eu aussi la coupure entre le magnétisme à l'époque et justement la médecine aussi. Charcot les appelait les jongleurs, comme on disait à l'époque. Il y a eu cette coupure-là et certainement que ça c'est resté aussi dans c'est pourtant paradoxal parce qu'on a eu l'école Charcot, on a eu l'école de Nancy, tout ça. Donc il y a des médecins qui se sont intéressés finalement très tôt à l'hypnose. Mais il y a eu une barrière et on a eu du mal à la franchir. Mais même pour les pionniers, dont a dû être Brice d'ailleurs, en médecine, en dentaire et autres, qui ont voulu faire apporter l'hypnose, ils ont dû être confrontés, mais tu nous diras, à une réticence. Parce que tu as quand même des médecins qui ne veulent pas en entendre parler, qui ne voulaient pas en entendre parler. Et moi, je sais que je faisais beaucoup de spectacles à une époque dans les galas de médecine et j'adorais ça. Parce que du coup, tu pouvais travailler avec ces étudiants en médecine qui te venaient te voir après d'ailleurs pour des phobies, pour autre chose, et tu pouvais leur dire, mais ils disaient, mais c'est super, mais, et je dis, bah oui, allez voir, vous avez des diplômes universitaires maintenant, il y a des gens qui ont travaillé sur plein de choses, allez vous y intéresser. Et c'est bien que ça devienne de moins en moins perméable parce que du coup, ça permet je pense, d'intéresser un maximum de professionnels de santé finalement à l'hypnose. Et si par le spectacle ou le divertissement, on arrive à leur dire, à leur faire toucher du doigt, bah écoute, oui, mais si on sent pas ça, peut-être qu'on peut faire oublier une douleur, peut-être qu'on peut, dans certaines façons, travailler sur certaines choses. Et c'est super de pouvoir avoir cette complémentarité en fait. Dans les anciens, il y en a un, Brice, qu'on avait échangé aussi, justement, c'est Donato. Il a fait un pèlerinage, il est allé voir tous les médecins. En Suisse, il remplissait des salles entières. Il a même été interdit en Italie, je crois. Belgique, en plus, il était en Belgique, il était à la base littéraire. C'était quelqu'un qui savait présenter l'hypnose, et il mettait généralement tout le monde d'accord. Enfin, d'après les seuls écrits qu'il y a sur lui. C'était un pionnier. C'était clairement un pionnier. Mais alors après, il faut relativiser aussi. Je veux dire, on peut comprendre que la médecine ait des doutes parce que quand on voit les hurluberlus et certains gugus qui mélangent tout et n'importe quoi et qui nous expliquent qu'ils font de l'hypnose régressif avec les anges tout en pas, en faisant du reiki. Enfin, je veux dire. Il faut aussi, j'ai envie de dire, balayer devant la porte en disant attention parce que c'est compliqué finalement quand tu n'as pas un cadre précis. En France, le cadre, il est assez flou finalement, parce que hypnothérapeute, alors déjà, on pourrait discuter du terme thérapeute parce que c'est médical. Et puis surtout, voilà, comment on peut se présenter hypnothérapeute? Parce que si tu veux, moi, des certifications d'hypnothérapie, je peux t'en sortir des 50. Je vais sur Internet, je donne 20 € ou 100 €, et à la fin, j'ai un magnifique certificat en disant que je suis formé. Sauf que là, il n'y a pas la crédibilité de la formation. C'est ce qui, à mon sens, manque aussi actuellement, même si tu as des grandes écoles, on va dire, qui commencent à sortir du lot, à être renommées. Mais je veux dire, il n'y a pas de certification d'État en dehors des diplômes universitaires par les facs qui font que finalement n'importe qui peut dire je fais de l'hypnose. Tu as des cas sectaires d'ailleurs avec de l'hypnose. Je suis dans l'Aude là actuellement. On a un ancien chirurgien Gugus qui a monté une espèce de secte et qui se promène à Bucarache, là où il y a la fin du monde, avec 80 personnes, en expliquant qu'il fait une espèce d'hypnose régressive, enfin un truc ésotérique que Houdini aurait eu plaisir à essayer de démontrer les incohérences. Donc ça reste compliqué, mais moi je pense que les barrières sautent peu à peu et que c'est bien parce que ça peut attirer entre guillemets, les deux mondes enfin les deux mondes, les deux parties sont intéressantes, je pense, et c'est pas Brice qui va dire le contraire parce que je sais qu'il connaît bien Hellman et beaucoup mieux que moi pour avoir eu la chance de travailler, voilà, des inductions hellmaniennes entre guillemets qui sont des inductions qu'on utilise parfois en spectacle, c'est très efficace aussi dans certains parties en thérapie. Donc les gens peuvent partager tout ça, il n'y a pas de frontières et inversement quoi. Je pense qu'on gagne effectivement à essayer d'être complémentaire. Et finalement, faut pas, puisqu'on parle d'Erickson, moi j'aime bien dire, parce que j'ai pas mal étudié Erickson, c'est assez drôle parce qu'en France, on a l'impression, hypnose ericksonienne, c'est un carcan, quoi. C'est on fait des inductions longues pendant une demi-heure dans un canapé, que ça. Quand on lit l'œuvre d'Erickson et son travail, c'est tout sauf ça, quoi. Il fait du spectacle, Erickson. Il fait des inductions rapides, il fait des inductions instantanées. En fait, il s'adapte à son patient. Parce que voilà, il n'y a pas d'autre mot. Et je crois c'est aussi ça, cette force. Il utilisait toutes les armes, tous les outils d'un panel énorme. C'était sans doute un génie à bien d'un titre, mais voilà, il se privait pas. Et voilà. Et moi, j'aime ne pas me priver en disant, écoutez, ah non, ça c'est du spectacle, je vais pas le faire. Ça n'a pas de sens, à mon sens.
Alors, c'est intéressant, si tu veux, par rapport à ce qui vient d'être dit. Alors déjà, Michel, bon, je te rejoins, on est sur la même ligne. Et pour moi, on va dire, il y a de la bonne et de la mauvaise hypnose. Aux États-Unis, par exemple, pour te donner une idée, moi, les 3/4 des copains qui sont hypnothérapeutes, qui ont des écoles, etc., je pense, je sais pas, à Sean Michael Andrew, etc., des sommités, eux, ils ont leur cabinet d'hypnothérapie et ensuite, ils ont leur show d'hypnose de spectacle. Et c'est totalement accepté. Et au contraire, souvent, on les connaît, on les reconnaît parce qu'ils sont des très bons hypnotiseurs de scène. Et c'est aussi une façon pour eux de se faire connaître et reconnaître professionnellement. Et en même temps, ils ont leurs activités de formateurs, d'hypnothérapeutes, et ce sont d'excellents et très bons hypnothérapeutes et très bons formateurs. Donc, ça pose aucun problème. Après, il y a l'hypnose de scène vraiment où soit c'est des magiciens qui sont venus à l'hypnose de spectacle et qui ont modélisé des spectacles qui vont mêler à la fois du mentalisme, de la magie, du traquage, de la grande illusion et de l'hypnose, voilà. Et ça, c'est très, très intéressant parce que là, il y a vraiment des choses extraordinaires. Soit on va avoir vraiment des hypnotiseurs de scène purs et durs. Et là encore, c'est hyper bien fait, c'est bien scénarisé. Je pense à Las Vegas, il y a Marc Savard qui fait des trucs incroyables, mais d'une drôlerie. C'est des spectacles vraiment... tu te marres du début à la fin, mais c'est très drôle, quoi. Mais je ne sais pas si ça serait possible en France, tellement ça me paraît un peu fou. Voilà. Après, en France, le côté plus institutionnel, les facultés, les machins, etc., il faut savoir que l'hypnose, déjà, elle est toute neuve dans les facs, parce qu'il a fallu attendre... alors, même si elle est revenue début des années 80 avec Jean Godin en France, avec la nouvelle hypnose, et puis après toute la mouvance néo-ericksonienne. Et là, je te rejoins entièrement, Michel, c'est-à-dire il y a vraiment une différence entre ce que faisait Erickson et ce qu'on apprend dans les écoles néo-ericksoniennes, parce qu'il n'y a pas grand-chose des fois de commun. Donc moi, comme pour Hellman, comme pour tous les grands auteurs, allez à la source, formez-vous vous-même, faites-vous votre propre idée, lisez, regardez les vidéos. Maintenant, avec Internet, on a accès à tout, donc ce serait dommage de s'en priver. Mais surtout, il a fallu attendre les neurosciences et surtout l'imagerie cérébrale. Et ça, c'est quand même les années fin 90, c'est Rainville, c'est Fémonville, etc., pour avoir une crédibilité sur le plan scientifique et médical. Pour vous donner une idée, dans les pays anglo-saxons, l'hypnose est reconnue comme un outil médical et scientifique en 1955 par la BMA, la British Medical Association, et en 1958 par l'American Medical Association. Donc eux, ils ont 75 ans déjà d'hypnose, entre guillemets, médicale, qui est reconnue, et ils travaillent avec ça. En fait, ça ne pose pas de problème. Et en France, l'introduction des premiers DU, ça a été le DU par Benayem en 2002, je crois. Et puis après, il y a eu un DU, par exemple, à Nice, il y a eu le DU d'hypnose médicale. Nous, il y a une dizaine d'années, on a créé le DU d'hypnose dentaire opératoire, c'est-à-dire d'hypnose opératoire, c'est-à-dire soigner en hypnose, etc. Donc, tout ça, ça prend du temps parce que la médecine, c'est une institution. Et moi, je vois, quand je fais des conférences pour des médicaux, la première question que je pose, c'est qui croit à l'hypnose? Et là, mais t'as un tiers de la salle qui croit à l'hypnose, tu vois. Et je leur explique que croire ou pas, l'hypnose, c'est pas une question de croyance, c'est une question de connaissance médicale et scientifique à l'heure actuelle. Mais dans le domaine médical, tu as encore, et c'est hallucinant, un tiers des médecins ou des dentistes ou médicaux paramédicaux qui eux, croient que c'est du domaine, enfin, les 2 tiers pensent que c'est du domaine de la croyance, tu vois, que c'est un truc... Ce qui est incroyable d'ailleurs, parce que vous c'est incroyable, des anesthésies, même locales, enfin, on fait de l'anesthésie sous hypnose. Donc, et moi, c'est ce que je dis à des gens qui me disent la même chose que ça, mais est-ce que vous croyez vraiment qu'il y a des dentistes ou des médecins ou des chirurgiens sains de corps et d'esprit qui utiliseraient quelque chose qui n'existe pas afin de les aider dans leur pratique médicale ou opératoire? C'est des gens sérieux, ils ont fait 10, 15, 20 ans d'études pour certains, ils sont pas fous, quoi. C'est vrai que c'est exactement ce que tu dis, on a encore des sceptiques, voilà, c'est drôle. Ah oui, il y a du travail à faire, parce que déjà, moi je pense que c'est un outil qui est très largement sous-estimé. Alors, dans le domaine médical, voilà,
Les hypnothérapeutes, c'est une profession qui commence à se développer en France depuis pas mal d'années, parce qu'il y a des écoles de formation. Et je te rejoins entièrement, Michel, et je pense que Marc est d'accord. Le problème, c'est pas le diplôme. Le problème, c'est la certification, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a dans le diplôme, le contenu. Et le nombre d'heures de formation, etc. Et comme tu dis, tu peux faire un week-end et comme il n'y a pas de réglementation de l'hypnothérapie, et moi je pense qu'il faut vraiment que les hypnothérapeutes entre guillemets, se bougent pour que les écoles fournissent déjà le standard. Voilà, c'est-à-dire c'est au minimum 300 heures de formation, puis ensuite 200 à 300 heures de supervision, et ce aussi. Le contenu doit être le même. Par exemple, aux États-Unis, et souvent je donne cet exemple, que tu fasses la formation avec la NGH, la CH, l'IMDHA, etc., tu as le même standard pour être hypnothérapeute, c'est-à-dire en nombre d'heures, mais surtout le même contenu. Donc, quoi que tu fasses comme école, tu sais que tu auras à peu près une uniformisation, on va dire, du niveau de l'hypnothérapie et des compétences des hypnothérapeutes en France. Il y a trop de disparités, sans parler des dérives, on va dire, soit vers de l'hypnose, on va dire, non éthique, voilà, malheureusement, avec les affaires qu'il y a en ce moment, soit vers les dérives, on va dire, totalement spiritualistes et des trucs. Bon, chacun a ses croyances, hein, mais voilà. Donc, il y a du boulot, voilà. Mais pour revenir au sujet qui nous occupe ce soir, moi, il y a un élément qui me passionne, tu vois, et dont j'ai besoin au quotidien, c'est la gestion de la transe profonde. Voilà. C'est la gestion de la transe profonde somnambulique. Et ça, ce qui est génial, et j'ai la chance d'avoir un copain, Michel Kaplan, avec qui on discute depuis des années justement sur le somnambulisme, etc. Et puis en même temps, sur la gestion de la transe profonde aussi stuporeuse, qui est une transe de léthargie dont j'ai aussi besoin sur le plan chirurgical pour l'hypnosédation, etc. Et ça, je crois que c'est dommage de se priver justement des connaissances et de l'expérience qu'ont accumulé les hypnotiseurs de spectacle, parce qu'ils savent beaucoup de choses et beaucoup de techniques qui sont psychocorporelles, qui sont physiques, pour produire de la transe, pour l'accentuer, etc. Et moi, c'est ce que j'utilise beaucoup. Alors, on appellerait ça de l'hypnose non verbale, mais je n'aime pas trop ce terme. Mais pour moi, une suggestion, ce n'est pas quelque chose de mental. Il faut que ça s'adresse à la fois au corps, mais à l'esprit, aux deux, pour que ça soit efficace. Et il y a plein de techniques qu'on a développées au cabinet, qu'on enseigne, etc., et qui sont utilisées en hypnose opératoire, qui viennent directement, en fait, de l'hypnose de scène, hein, et pas que des trucs d'Hellman, hein, des trucs très anciens, des trucs de Mesmer, des trucs de Faria, des trucs de Kubilers, des trucs, voilà. Et ça, il faut avoir cette curiosité-là pour se dire, bah, tiens, je pioche un peu ça, et puis l'hypnose, c'est un art, hein, donc on s'approprie plein de choses et on le fait ensuite avec sa personnalité. Hein. C'est ça qui est formidable, c'est que tout est déjà là, en fait. Au-delà de la nouvelle hypnose, mais l'hypnose moderne, mais finalement, il n'y a pas grand-chose à réinventer. Non. On a déjà... Tu parlais du livre de Brice, quand tu vois le livre de Brice sur un chef-d'œuvre, qui est un chef-d'œuvre, ça je suis d'accord, et qui surtout reprend des inductions très anciennes dans ces petits chapitres. Et c'est drôle parce que tu te dis, ben oui, mais cette induction ancienne, finalement, on continue à la pratiquer légèrement différemment, mais il y a toujours tel ou tel mouvement, telle ou telle rupture, telle ou telle chose. Ça veut dire que finalement, on a évolué un petit peu dans la forme, mais sur le fond, comme tu dis, tout a déjà été expérimenté depuis des siècles finalement. Et que le reste, c'est ça qui est formidable en fait, c'est de se dire finalement, on est dans de la continuité. Alors oui, plus moderne, oui, il y a peut-être moins de grands gestes, oui, on n'a plus un pendule, mais finalement, de la méthode Coué aux Égyptiens, même avant, quand on regarde tout le travail de recherche avec ces inductions qui, moi, m'ont passionné, parce qu'il y en a que je connaissais, d'autres que je ne connaissais pas, et puis tu te dis, mais finalement, dans un spectacle, ça peut être intéressant de reprendre cette induction, parce que si elle marchait il y a 300 ou 400 ans, il n'y a pas de raison qu'elle ne marche pas aujourd'hui, et finalement, c'est un peu de l'archéologie, comme on dit, de recherche, mais ça marche quoi. Et je me suis amusé moi à tester des inductions qui fonctionnent, ça fonctionne. Il n'y a pas d'autre mot quoi. Donc finalement on est que dans la continuité, et c'est même bluffant, enfin fascinant de se dire que finalement peut-être dans les temples égyptiens du sommeil il y a 3000 ans, ils avaient déjà des choses qu'on utilise encore maintenant.
de Et la pareil, transe. pareil, je reprends ta vidéo sur la Russie là, qui était intéressante avec cette dame qui a eu un choc et qui se met à marcher. On peut le mettre en parallèle avec certains miracles du Moyen Âge, certaines choses du Moyen Âge. Est-ce que finalement, ces miracles, ces saints, c'était pas aussi des gens qui avaient ce pouvoir de fascination et qui utilisaient finalement, sans le savoir, de manière intuitive, ce qu'on utilise actuellement nous en hypnose. Et voilà, on peut mettre ça, plein de choses à la lumière de ça, quoi. On retrouve ce genre de phénomène chez les pasteurs américains. C'est exactement les mêmes phénomènes. Darren est passionné par ça. Dans son spectacle à Darren Brown, on le voit, la façon de faire, l'un de ses derniers, c'est magicien, je ne sais plus comment il l'appelle, il est fascinant ce spectacle. C'est la façon de faire, et en plus de ça, comme vous disiez, il mélange de la magie, du mentalisme, de la PNL, c'est tout un... Mais les pasteurs, c'est pareil, sauf qu'eux, ils font naturellement. Il y a tout le côté, bien évidemment, religieux qui rentre en compte, les croyances, etc. Mais ce sont de la psychologie sociale, hein. C'est des trans de groupe, finalement. Ouais. Oui, et puis moi, si tu veux, je reste intimement persuadé que, alors déjà, tu vois, pour aller dans le sens des propos de Michel, pour moi, l'hypnose, c'est-à-dire, c'est comme une boule à facettes. C'est-à-dire, la transe, c'est au milieu, tu vois, et tu as plein de facettes. Et cette transe, tu vas pouvoir l'exploiter médicalement d'un côté, thérapeutiquement, pour le divertissement, pour la recherche, etc. Mais la transe, que tu fasses une transe somnambulique en spectacle, une transe somnambulique en opératoire, en cabinet, en médical, c'est la même. Hein, c'est la même. Si tu fais un IRM fonctionnel, tu apercevras que c'est les mêmes processus qui s'activent. Hein, voilà. C'est une transe onirique, c'est-à-dire c'est une transe hallucinatoire. Tu es dans du Aaron 5, c'est-à-dire hallucination positive, négative, etc. C'est le même principe de fonctionnement. Et donc, pour moi, la seule différence, c'est l'exploitation finalement de la transe, c'est-à-dire le cadre que tu as défini et la posture. Voilà. Et c'est pour ça que tous les débats qu'il y a eu autour de l'hypnose de scène, de temps en temps ou régulièrement, on dit ah non, c'est pas éthique, ah non, c'est pas bien, ça donne une mauvaise image de l'hypnose pour les médecins, et machin. Moi, pas du tout. Ça me gêne pas du tout parce que d'un point de vue anglo-saxon, déjà culturellement, je trouve ça totalement simple et admis, c'est beaucoup plus fluide. Deuxièmement, en plus, pour moi, je reste vraiment attaché à cette hypnose d'Hormone McGill parce que c'est vraiment ce qui m'a formé. Et donc, j'ai un profond respect pour l'hypnose de scène et pour ceux qui la font et pour les magiciens parce que c'est un art, la magie. Et ce sont des artistes. Et aussi bien les magiciens que les hypnotiseurs de scène sont des véritables artistes. Et puis surtout aussi, je reste intimement persuadé que finalement, Mesmer, par exemple, qui est le plus peut-être médiatique, j'en sais rien en France, mais il a fait bien plus pour la connaissance de l'hypnose au grand public que malheureusement certains praticiens qui défrayent la chronique à l'heure actuelle pour des sales affaires. Et finalement, moi, tous mes patients, ils connaissent, ou ils ont vu Mesmer, ou ils savent ce qu'est l'hypnose. Alors, Star sous hypnose. Voilà, ou les trucs comme ça. Télé, avec la prime time de TF1, forcément. Oui, j'en ai vu à la télé. Je me dis, bon, ça va pas être aussi spectaculaire, mais voilà. Mais tu vois, l'idée, c'est que, on sait ce que c'est. Alors qu'il y a 20 ans, quand j'ai commencé l'hypnose en 2000, déjà, d'un point de vue du Conseil de l'Ordre, tu le disais pas. Tu parlais de relaxation, de machin, tu vois, etc. Et puis, deuxièmement, quand tu parlais d'hypnose aux patients, alors il fallait faire le prétoc, hein, c'est-à-dire expliquer ce que c'était pas, ce que machin. Enfin, pourquoi ? Parce qu'il y avait tellement de méconnaissances, tellement de préjugés. Et maintenant, je trouve que quand même, il y a eu un progrès. Et ça, c'est vraiment aussi lié à cette ouverture qu'il y a eu avec l'hypnose de spectacle. Hein. Donc, moi, en tant que thérapeute, en tant que médical, etc., et là, on a fini la convention d'hypnose moderne à Nice, on a de l'hypnose de spectacle, on a un hypnotiseur de spectacle qui a fait des ateliers et à chaque fois, c'est blindé de participants parce que tout le monde veut aller voir, tu vois. Donc, il y a à la fois une demande, mais surtout une interrogation. Et je trouve qu'il faut vraiment s'y intéresser parce que déjà, historiquement, c'est incroyable. Et puis après, même techniquement, on apprend plein de choses. Et moi, le bouquin, tu vois, Histoire de l'hypnose, suite à ce bouquin, j'ai fait beaucoup de séminaires. Alors, pas sur l'histoire de l'hypnose parce que c'est un peu rébarbatif, mais par contre, ça s'appelait Induction historique. Et pendant 2 voire 3 jours, je leur faisais faire
toutes les inductions historiques, depuis les inductions alors, chamaniques, égyptiennes, etc. Et après, je refaisais un petit blabla sur l'histoire de l'hypnose. Mais en revivre ces inductions historiques sur 2-3 jours, les praticiens ils repartent avec plein d'outils, de toutes les techniques, et c'est un régal à faire. Et je suis sûr qu'il y aurait un spectacle d'hypnose, de spectacle à faire comme ça sur l'histoire. Sur ça, ah oui. J'ai lu ton livre, c'est la première chose que j'ai pensé. Quand j'ai lu le livre, je dis, mais on pourrait faire l'hypnose à travers les âges, en utilisant toutes ces inductions et toutes ces écoles qui se sont succédées dans les 3000 ans. Et à mon avis, il y a quelque chose à faire. Je suis d'accord avec toi. Ouais, vraiment, hein, vraiment. Mais d'autant plus que... Oui, vas-y. Non, je disais juste que la limite, tu l'as dit, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire qu'à l'origine, Mesmer, il faisait l'historique, Anton, il faisait du spectacle. Et tous après, la plupart des gens qui faisaient, il y avait cette mise en scène. On peut imaginer, même si on n'y était pas, que dans les temples égyptiens, les prêtres avaient une mise en scène. Et voilà, et que donc en fait, finalement, au départ, c'était vraiment des disciplines liées, puisque finalement, la mise en scène faisait partie de l'induction, de la fascination, de la captation du regard, de l'attention de la personne. Donc, en fait, à l'origine, finalement, c'était lié, totalement lié. Toute la ritualisation, même en street, il y a une ritualisation, même si ça se fait parfois en quelques minutes, quelques secondes, il y a une attente derrière. Ils ont... comme j'aime le dire, Mesmer a déjà tracé tout le prétoc, notre Mesmer actuel. Oui. C'est déjà fait depuis dans l'inconscient collectif. Et là, tout à l'heure, vous souleviez un point, Brice soulevait un point, le Mesmer actuel, le paradoxe, ce que je peux remarquer, c'est que il est mal vu globalement chez les praticiens, peut-être aussi dans le monde un peu de la médecine, que chez le grand public, il est bien vu. Tout le monde, enfin la plupart du temps, moi je le vois au cabinet, quand ils m'en parlent, ils veulent faire de l'hypnose comme Mesmer. C'est même eux qui sont en demande finalement, paradoxalement. Et ça, c'est un point qu'on regarde depuis quelques années maintenant, qu'on observe chez les praticiens, et c'est toujours bien ancré quand même. C'est toujours bien ancré que Mesmer, il est négatif. Pourtant, il fait du bien au monde de l'hypnose, Exactement, mais ce cadre, il était lié par exemple au cinéma, il est lié à la littérature. Pendant très longtemps, l'hypnose de cinéma ou de littérature, c'était je le veux, dors, prends ton couteau, va assassiner quelqu'un. Enfin, on était vraiment dans ce stéréotype qui fait que les gens de base avaient peur, parce qu'en plus après il y avait le cérémonial où on voyait les gens tomber, ce qui est très impressionnant pour la personne qui regarde, beaucoup moins pour la personne qui est le sujet. Mais c'est vrai qu'on avait cette hypnose de cinéma et de littérature qui était très formaté finalement. Alors que là, dans les spectacles de Mesmer, il fait parler du spectacle, on voit que c'est drôle, on voit à la télévision qu'il y a des choses, on voit qu'il raconte une histoire des hommes préhistoriques ou que sais-je dans ces différents spectacles. Je pense que ça a aussi banalisé l'hypnose en termes de dire oui, c'est un jeu, c'est un divertissement et on peut pas faire aux gens n'importe quoi comme à la télévision dans le film un tel ou voilà. Après, à certains moments, bien évidemment, il a déconné. On prend les exemples de prendre le pistolet, de faire tuer quelqu'un ou faire une simulation de crise cardiaque. C'est de la folie. Je pense qu'il s'en est voulu. Il le fait plus apparemment depuis quelques années. Oui, là-dessus, même si ça reste que des suggestions, il y a tout un côté théâtral aussi dans le spectacle. Les gens... le fameux observateur caché, il sait à peu près qu'ils sont en train de jouer aussi une scène. Hein. Il y a les personnes en hypnose sur le spectacle. Il y a aussi, d'autant plus quand il fait Star sous hypnose avec des pseudo-stars qui veulent exister, les moyens de TF1, on pourrait en parler, forcément ça change la donne. Mais je pense que oui, il fait des erreurs. Maintenant, ce qui est un peu dommage, c'est que lui, il a quand même une grande connaissance de l'hypnose. Après, moi, ce que je remarque dans ma pratique au quotidien pour voir un peu comment des gens travaillent, c'est que il y a eu une vague Mesmer médiatique qui a fait que plein de gens se sont dit pour avoir des contrats, moi, magicien, j'arrête les lapins, les cordes et les anneaux et je vais mettre à l'hypnose. Sauf que là a été l'erreur. C'est-à-dire que moi, quand je me suis mis à la magie, j'ai travaillé. Je ne suis pas arrivé comme un touriste. Et le problème, il est là, c'est qu'on se dit, c'est facile parce qu'effectivement, tu lis la voix de l'inconscient en street hypnose, tu fais un test ou deux, tu vas avoir des résultats. Voilà. Mais tu n'auras pas cette connaissance, ce recul nécessaire. C'est pour ça aussi que c'est intéressant, comme tu fais du spectacle, d'avoir des connaissances de thérapie.
parce que des gens viennent t'en parler. Moi, j'ai jamais, c'est ce que je dis souvent, j'ai jamais fini un spectacle ou une démonstration d'hypnose divertissante sans qu'à la fin, j'ai plein de gens qui viennent s'agglutiner en disant est-ce que tu peux soigner le cancer? Est-ce que tu peux me débarrasser de ma phobie des araignées? Est-ce que j'ai peur de conduire? Tu peux m'aider? Donc, c'est intuitif. Et je pense que le tort qu'il y a eu, c'est que beaucoup de gens se lançaient effectivement en lisant un bouquin, sans faire de stage, sans pratiquer, sans même aller dans un club de street hypnose, et se sont dit je vais faire. Et là, au niveau éthique, au niveau même à la télé, on l'a vu. Enfin, je veux dire, on a vu des choses sur je sais plus comment c'était cette émission, peu importe. Tu as des gens qui arrivent, voilà, tiens, ça y est, t'es amoureux de moi, embrasse-moi. Ah oui, ça marche pas. Bah oui, mais il faut peut-être pas le faire comme ça, en suggestion directe face à face avec quelqu'un à la télé. Il y a plein ou des gens qui sont dépassés par les événements parce qu'ils pensent qu'ils ont mis une induction, que la personne elle est par terre et qu'elle se relève pas et qu'ils n'arrivent pas à la réveiller, ils savent pas quoi faire, ils sont complètement perdus ou qu'ils savent pas gérer une abrécation. T'en as beaucoup comme ça. Et c'est préjudiciable parce qu'après tu as des gens qui en souffrent, et y compris depuis des années. Moi, j'ai eu des spectacles où des gens avant venaient voir en disant mais moi je veux pas que vous m'hypnotisiez parce que j'ai été hypnotisé il y a 20 ans, j'aime pas du tout, et on a gardé un super mauvais souvenir parce que ça n'a pas été fait avec bienveillance, avec éthique. Et je suis en contact avec beaucoup de praticiens qui me disent on reçoit quand même régulièrement des gens suite à des spectacles ou des démonstrations, et tu comprends quand tu discutes que ça a été fait vraiment n'importe comment, avec des gens qui n'ont pas de connaissances, qui n'ont pas de formation, qui se disent je vais faire de l'hypnose. Bon. C'est aussi un des risques je parlais des praticiens qui inventent tout, qui mélangent le Reiki, le parler avec les morts. On a aussi des gens qui ne sont pas hypnotiseurs de formation, qui n'ont pas de formation et qui se mettent à l'hypnose parce que ça fait bien de mettre magicien, mentaliste, hypnotiseur, sculpteur de ballon, quoi. Et moi, je pense que déjà, pour être doué dans tous les domaines, c'est compliqué. Alors, chacun son domaine. Enfin, je veux dire, tu peux travailler sur plusieurs domaines. Il y a des gens qui arrivent, mais tout le monde ne peut pas tout faire, quoi. Si tu veux faire de l'hypnose de spectacle correctement, du mentalisme, c'est déjà beaucoup de boulot. Si tu veux rajouter de la magie, des cartes, c'est encore plus de boulot. Est-ce que tu peux être bon partout? J'en connais, mais c'est quand même pas la majorité. C'est des gens. On parle de Darren Brown, il va sortir du lot, mais tout le monde n'est pas Luc Germain ou Darren Brown, quoi. Et on a beaucoup de gens en France qui, pour du question financière, tout simplement, pour récupérer des contrats, voilà. Et d'autres qui ont l'intelligence de se former, mais voilà. Et c'est pareil, les formations d'hypnose de spectacle, parfois tu te dis, mais quelle est la légitimité de la personne qui fait la formation? Tout comme je me pose la question des fois, il y en a que je connais, il y a des gens qui font de l'hypnose depuis 30 ans, que je vois en spectacle, qui font des grandes tournées, tu te dis, ok, il est crédible, il sait au moins de quoi il parle. T'en as d'autres, tu te dis, ça fait 10 minutes que personne ne le connaît, il fait une formation, qui sait, enfin, voilà, et y compris d'ailleurs des gens qui actuellement sur Facebook, je ne donnerai pas de nom, mais où tu vois des présentations pour de l'hypnothérapie, etc., qui ne mettent en valeur que de l'hypnose de rue avec des inductions instantanées. Voilà, ça me gêne aussi. Je veux dire, c'est comme si moi je prenais des extraits de mes spectacles ou de ma conférence pour dire voilà, regardez, je suis un magicien, j'ai des super pouvoirs, je peux vous soigner. Bon. Il y a tout le contexte à prendre en compte. Là, pour revenir aussi sur l'hypnose de spectacle en lien avec thérapeutique, elle est efficace bien évidemment dans les cabinets, donc en hypnose rapide, instantanée, etc., ce qui rejoint la street aussi, mais il y a aussi bien évidemment en dentisterie, comme Brice, dans les blocs opératoires, savoir faire de l'hypnose rapide, efficace, profonde. C'est super intéressant pour les anesthésistes, etc. Donc, il y a deux écoles en Europe. Il y a l'école, on va dire, plutôt hellmanienne. Il y a l'école un peu, j'appellerais même pas ça, sophrologique, ericksonienne. Ils arrivent quand même à travailler comme ça au bloc. On le voit parfois dans des reportages. C'est remarquable aussi de se dire que la personne est anesthésiée, enfin, sous hypnose, avec certaines hypnoses plutôt rêverie, et il y a l'hypnose plutôt hellmanienne directe qu'on retrouve au bloc, qui est super efficace et qui vient du monde du spectacle directement. Oui, je te rejoins, c'est-à-dire il y a deux choses en rapport avec ce que vous venez d'évoquer. Ce que dit Michel est vrai, c'est-à-dire l'hypnose, c'est un vrai métier. C'est-à-dire on ne s'improvise pas hypnotiseur. Même quand on est magicien, moi, les copains qui sont hypnotiseurs de spectacle, enfin Michel Kaplan, lui, il en fait depuis, il s'y est intéressé pareil en même temps que moi, il y a 15-20 ans. Donc il connaît le métier et justement, il déplore cette tendance actuelle à l'hypnose, c'est à la mode et donc, bon, ben...
je lis un bouquin, je regarde 3 trucs sur YouTube et j'y vais, quoi. Et ça, non, c'est pas bon parce que l'hypnose, il y a beaucoup de connaissances à avoir et puis beaucoup de métiers, surtout beaucoup de pratiques, hein. Voilà. Et d'autant plus que autant il y a eu une époque où il y avait ce qu'on appelait des lièvres, et d'ailleurs ça a été beaucoup utilisé, hein, ça, on le sous-estime, mais les Donato, les Pickman et compagnie, là, il faut savoir qu'ils étaient pas, c'était aussi des sacrés filous, hein, et qui sélectionnaient les gens, que une semaine avant leur arrivée dans les foires, dans les villes, il y avait déjà des complices, il y avait déjà des personnes qui avaient fait. Bon, enfin, derrière tout ça, il y a quand même beaucoup de on va dire, de suggestions, on va dire, pour pas dire autre chose. Voilà. Mais quand on avait, moi, c'est amusant parce que l'expérience que j'ai, c'est il y a une petite dizaine d'années, on avait monté l'équipe de street hypnose à Nice. Et la moitié, c'était des magiciens et la moitié, c'était des médicaux, en fait. Et tout le monde voulait découvrir l'hypnose, que ce soit la transe somnambulique, pour la thérapie ou pour le médical, et pour les magiciens parce que ça commençait à être à la mode, tu vois. Et à Nice, là, j'avais contacté Laurent Richard, on avait dit tiens, il faut qu'on monte une équipe de street, etc. On a dû démarrer à 4-5. À un moment donné, on était une dizaine, une quinzaine, et puis bon, ça a duré le temps que ça a duré. Mais en tout cas, ça c'est une très très bonne école, l'école de la rue pour apprendre la gestion de la transe somnambulique, la production des phénomènes hypnotiques, que ce soit après dans un cadre thérapeutique, médical ou dans un cadre ludique. Ça, c'est très, très intéressant parce que ça permet vraiment de se tester, hein. Voilà. Donc, en termes de technique, je pense que c'est l'une des meilleures écoles, c'est la street. En tout cas, la street devrait être une obligation dans tout cursus d'hypnose. C'est pas pareil, c'est différent. La street t'apporte beaucoup de choses. Après, le spectacle, c'est entièrement différent parce que c'est une foule à gérer. C'est pas pareil. Oui, c'est facile de faire du tête-à-tête. Enfin, je veux dire, c'est facile. C'est pas facile, mais tu vas dans la rue, tu es en tête-à-tête, tu fais ce que tu as à faire. T'as pas la notion de foule à gérer, de groupe. C'est-à-dire que plus tu fais monter de gens sur scène, plus c'est compliqué de les gérer, même si tu les sélectionnes bien. D'ailleurs, tu as beaucoup d'hypnotiseurs, quand ils font des gros spectacles, qui se mettent à plusieurs, où tu as des assistants qui viennent aider pour un certain nombre de choses. Les complices, ça existe encore, pour d'autres raisons qu'avant. Mais Dominique Webb avait des complices, Mesmer a des complices, mais c'est différent. C'est-à-dire que il a 2000 personnes, il aura toujours des gens pour travailler. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'il veut que le show soit dynamique, que les gens entraînent, et en fait, il va utiliser des humains qui vont servir de convinceurs finalement. C'est-à-dire qu'il va avoir des gens sur scène, il va utiliser un complice qui, lui, va faire comme s'il était hypnotisé, il va être très démonstratif, donc ça va entraîner les autres qui sont vraiment être hypnotisés à être encore plus démonstratifs. Donc c'est dans un autre but finalement que du pur complice. Mais ça existe encore, ça existait du temps de Dominique Webb, ça existe sur les grosses prods, on va dire, voilà. Mais encore une fois, c'est pas du complice au sens, il peut très bien travailler sans, quoi. Donc, voilà. Mais c'est vrai que la street, ça te permet de bien gérer, de bien pouvoir te concentrer sur les personnes, c'est-à-dire de ressentir ce qu'elles ressentent, leurs émotions, par quoi elles passent, les signes, etc. Quand tu es sur une scène, c'est compliqué parce que pour moi, le plus compliqué quand je fais de l'hypnose de spectacle, c'est pour ça que j'en fais pas monter énormément. Je suis contre avoir 50 personnes sur scène. Déjà parce que ça apporte rien en termes de show, à part un visuel. C'est impressionnant, il y a 50 personnes au sol. Mais moi, je trouve que je préfère mieux travailler avec 2 ou 3 personnes que d'en avoir 20. D'une part parce que ça suffit, surtout si tu les sélectionnes bien, et d'autre part parce que c'est un peu dommage de laisser des gens sur scène sans rien faire avec eux. Et quelque part, en termes de mise en scène et en termes de respect de mon public, si j'ai 20 personnes derrière, mais je suis en travail avec 3 et que j'en ai 3 qui restent comme ça pendant tout le spectacle, ça a peu d'intérêt. Et on a du mal des fois. Alors, c'est pour ça que les hypnotiseurs spectacle font beaucoup de routines de groupe, hein, entre guillemets, c'est-à-dire de gens qui vont pour justement essayer d'occuper un maximum de gens. Mais pour revenir au débat initial, la street, c'est très bien. Ça te permet pour des démonstrations, de bien connaître tes phénomènes, de voir ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Le spectacle, c'est la gestion du groupe qui est un peu plus complexe. Même si, encore une fois, c'est très, très complémentaire. Et voilà, surtout dans les 2 cas, on oublie un truc souvent, et les vidéos YouTube sont très coupées, c'est quand tu fais de la street, tu as énormément d'échecs. Bah oui, tu as énormément d'échecs parce que tu as 20% de la population, encore, c'est une analyse, on pourrait même dire un peu moins, qui va être réceptif à ce type d'hypnose. En spectacle, c'est pareil. Je veux dire, moi, si je mélange beaucoup d'hypnose et de mentalisme, parce que je fais beaucoup d'événementiels privés, et que parfois, selon le contexte, tu n'as personne qui est vraiment réceptif. Donc, si tu fais que de l'hypnose,
Voilà, et tout hypnotiseur de spectacle, des fois, tu fais une salle, tu as un camping, tu vas avoir aucune personne de réceptive pour des questions d'ambiance, de gens qui n'ont rien à faire, de gamins qui courent, de gens qui mangent. Il y a plein de facteurs qui vont rentrer en jeu. Mais toute personne qui fait de l'hypnose de spectacle, c'est qu'à un moment donné, tu fais de l'événementiel, tu vas voir tous les gens, tu as des gens qui vont être réceptifs, seulement ils vont être devant leur patron. La réceptivité, en tout cas le jeu qu'ils vont faire vont être encore différents, où ils vont sortir rapidement de l'hypnose. Tout ça, c'est des choses qu'on oublie de te dire, parce que quand tu vois les vidéos, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, quoi. C'est-à-dire que tous les street hypnotiseurs font des trucs formidables, tous les gens de spectacle réussissent leur show. Dans la réalité, si tu fais que de l'hypnose pure, c'est un peu le défi de l'hypnose de spectacle, c'est que ça marche pas aussi simplement que ça. C'est-à-dire que ça va dépendre du contexte, ça va dépendre des gens, ça va dépendre de leur état d'esprit, ça va dépendre de plein de facteurs qui font que c'est plus facile quand tu fais un show avec une mise en scène, avec une ambiance, etc. C'est plus facile quand tu es Mesmer, parce que comme tu dis, il a déjà fait le travail en amont et tout le monde sait que c'est le meilleur hypnotiseur du monde et que ça va aider. Mais on oublie quand même qu'en street comme en spectacle, le taux d'échec, et d'ailleurs c'est pas ce qu'on apprend aussi, parce que quand je fais des formations, c'est ce que j'apprends aussi, c'est la gestion de l'échec, elle est fondamentale en hypnose de spectacle. C'est-à-dire que si tu t'arrêtes au fait que tu as un phénomène qui passe pas, tu vas jamais travailler. C'est pas grave. Faut se mettre, le public regarde, il voit des phénomènes qui sont fascinants pour lui, qu'il comprend pas. Quand tu connais pas l'hypnose, tu vois des choses formidables. Genre quelqu'un qui oublie son prénom, quelqu'un qui peut pas décoller ses pieds du sol, c'est fascinant et formidable. Bah, si tu en as un qui marche pas, c'est pas grave. Encore faut-il savoir rebondir, comprendre que la personne est peut-être plus kinésique que cérébrale dans certaines choses et rebondir. Et ça s'apprend pas assez. L'école de rue l'apprend beaucoup, justement, parce que les hypnotiseurs de rue, ils ont l'habitude de ça. Tu vas prendre des gens dans la rue qui sont dans un parc, tu en as peut-être un qui est réceptif, l'autre qui va pas l'être. Et en ça, moi, je trouve que c'est une force, la street hypnose, parce que tu peux travailler avec des gens et apprendre comment essayer d'obtenir un effet qui va les intéresser. Et paradoxalement, un test d'hypnose, c'est ce que je dis, un simple test de réceptivité, moi, j'aime pas le terme test, mais c'est comme ça va fasciner des gens. Paradoxalement, des gens qui ont des mains qui montent quand tu fais des ballons, etc., ben, quand ils vont ouvrir les yeux et qu'ils vont voir, même si les mains n'ont pas monté de beaucoup, certains, ils vont être fascinés. Et on oublie tout ça. Et la street, en ça, moi, je trouve que c'est une super école. Et oui, l'hypnose est fascinante par essence même. Donc, dès qu'il y a un groupe, ça amène aussi Après, ce que tu soulignes aussi, en spectacle, il y a une trame à suivre. Ça doit être... Moi, personnellement, qui suis amoureux de l'hypnose de rue, je ne me verrais pas sur scène tenir pendant 1 heure avec un scénario, etc. Parce que c'est un autre domaine, c'est un autre monde. Comme disait Brice sur le magicien, c'est artistique. Ah oui. Donc après, c'est la gestion des lumières, du son, de l'espace scénique, des déplacements. Il y a plein de choses qui rentrent en compte et qui sont beaucoup plus compliquées que la street. Je préfère. Moi, je suis toujours admiratif en hypnose de scène, justement, comme le soulignait Michel, de la gestion du groupe. Parce que alors là, chapeau, hein. Chapeau, parce que moi déjà, quand je dois gérer une transe du patient et l'opérer en même temps, je me dis, bon, je me dissocie par rapport à mon boulot et je gère la transe en même temps. Mais là, quand tu as 10, 20 personnes ou même 5 à gérer, c'est très complexe. C'est très complexe et c'est pour ça que c'est vraiment un talent. Moi, j'ai une profonde admiration pour la magie. Je la fais aussi, j'en pratique, etc. Mais l'hypnose de scène, ça, je sais que je n'en ferai pas parce que c'est vraiment. Il faut essayer. C'est un talent que je n'ai pas, du moins pour gérer autant de personnes et c'est vraiment. Tu rentres toi-même en hypnose, en fait. C'est ça qui est paradoxal. C'est-à-dire que moi, quand je fais un spectacle d'hypnose, je sors, je le sens, parce que je connais ces sensations. Je suis dans ma bulle, et en fait, je suis moi-même en état hypnotique. Et je sors de cet état quand j'ai fini le spectacle. Et pendant l'heure où ça va durer, la demi-heure même où ça va durer, je suis dans ma bulle à moi, quoi. C'est assez drôle, c'est de l'auto-hypnose en quelque sorte. C'est-à-dire que je suis autant hypnotisé que les gens qui sont en face de moi, parce que j'ai cet état de concentration, de focalisation de mon esprit qui fait que voilà, c'est une transe. Voilà, tu rentres toi aussi dans une transe positive, hein, attention, de concentration, mais qui est une transe. Transcollectif. Tu sais, j'en parlais dernièrement avec des amis hypnothérapeutes, ils sont allés voir Mesmer et ils m'expliquaient que même les 5 premières minutes, avant même qu'il y ait les tests, il y a déjà des gens qui tombent déjà en hypnose. Tellement ils sont conditionnés à Mesmer, ils sont déjà, parce que dans l'inconscient collectif, depuis combien de temps Mesmer? 15 ans, 10 ans, je pense, en France, sur la télé, les spectacles, les tournées en France, c'est énorme. Si tu arrives à convaincre le cerveau et cet esprit gardien
que l'hypnose existe et que ça fonctionne, forcément, tu vas gagner énormément de temps quelque part. Et là, c'est ce qu'il fait, parce qu'en fait, il passe des spectacles, de ses anciens spectacles, tu as une lumière particulière, donc c'est un conditionnement finalement du cerveau à accepter. Alors certes, ça restera sur des gens réceptifs, mais finalement, c'est pour ça qu'on explique à toute personne qui commence l'hypnose de jamais dire « je commence l'hypnose ». Bonjour, j'arrive. J'ai lu un bouquin ce matin, je vais essayer de t'hypnotiser. Ben forcément, on sait que ça va diminuer les chances de réussite de manière stratosphérique parce que finalement, la personne va comprendre qu'on n'est pas. Alors que si on arrive en disant tiens, ça fait des années que je fais de l'hypnose, je suis internationalement connu dans mon quartier, tout ça, voilà, ça va fonctionner différemment. Tu as même des gens, Mesmer, effectivement, qui tombent rien qu'en le voyant. Où il a à peine commencé à faire une démonstration et j'ai vu un gamin de 14 ans derrière qui s'était écroulé. C'est assez fascinant en fait dans le fonctionnement du cerveau, quoi. Tu veux qu'on conclue, Marc? Eh ben écoute, ouais, on a fait pas mal de tours. Je pense que c'était passionnant. Ouais. Pas d'autre chose à se dire dessus, donc super. Bah merci à vous. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite des projets, peut-être? On va finir là-dessus. Allez, Michel. Bah, écoute, moi, beaucoup de spectacles en ce moment en préparation, et puis j'essaie de faire des choses un peu originales. Tu vois, là, mon prochain spectacle, c'est sur la nostalgie de l'école. Ça s'appelle Hypnostalgie, et justement, ça mélange le mentalisme et l'hypnose, on va dire, de ce retour dans l'école et de tout ce qu'on a pu vivre de positif dans les cours de récréation comme dans les salles de classe avec des livres anciens, avec des choses comme ça. Donc c'est en rodage, mais comme je suis assez perfectionniste, je modifie plein de choses au fur et à mesure. Voilà, c'est un peu mon actualité du moment. On te retrouve, du coup, je suppose, en saison. Alors, moi, je fais beaucoup d'événementiels privés, et puis en public, je fais beaucoup de festivals l'été aussi, parce que je fais des spectacles d'hypnose, mais je fais aussi des spectacles qui mêlent le théâtre, le combat, l'escrime, plein de choses. Donc, je suis un peu, c'est pour ça que j'aime bien mélanger plein de choses dans mes spectacles d'hypnose. J'avais fait un spectacle qui s'appelait Hypnohollywood, où on avait des cow-boys, voilà. J'aime bien un peu le multi-artistique, voilà, donc. On peut peut-être se croiser dans tout le sud de la France prochainement, dans des festivals médiévals, Renaissance, plein air, et puis des conférences un peu plus sérieuses sur l'hypnose de spectacle, comme celle que Brice connaît. Super. Okay. Toi, Brice, tes projets Ouais, bah, j'ai plein de projets. Alors moi, j'aimerais juste, en guise de... Alors, je ne parlerai pas de mes projets parce que c'est des projets, mais en guise de conclusion, j'ai sorti pas mal de bouquins là, de ma bibliothèque, et je voudrais juste vous les partager pour ceux qui s'intéressent à l'hypnose de spectacle. Alors, sur le magnétisme, alors là, j'ai les originaux, mais ça, vous ne pourrez plus les trouver, de Deleuze, Histoire du magnétisme animal. S'il y a un truc à lire, c'est ça. Vous le trouvez en PDF sur BNF, etc. De la même façon, il faut lire Hénin de Cuvillaire, qui est à mon avis le seul auteur à lire au XVIIIe siècle. C'est bien écrit et c'est extraordinaire. J'ai l'impression d'être à l'apostrophe et de présenter les bouquins à la fin. Qu'est-ce que j'ai pris? Alors, un peu dans le désordre, hein, ça vient comme ça tombe sous la main. Donato, des bouquins sur la magie, sur l'hypnose. Voilà. Les Donato, c'est lesquels que tu as? Du coup, ils sont deux. Pratique de magie et hypnotisme, magnétisme, suggestion. Ensuite, extraordinaire des bouquins, le Body Book, Walford Body, le mec dont j'ai parlé, qui est le Derren Brown du 19e, début 20e. Et là, il y a plein de trucs d'hypnose et en même temps, son histoire est incroyable. Dans les vieux bouquins, les bouquins de Dixon, alors là, il y en a 4 là, Mes trucs dévoilés, trucs et mystères, où là, vous apprenez comment on fait du spiritisme, de l'hypnotisme, ce qu'on appelle, tiens, c'est dommage, on n'a pas parlé de pseudo-hypnotisme. Ça, on aurait dû en parler, tu vois, ce soir, parce que je pourrais faire une émission là-dessus, parce que là, il y en a un wagon à connaître quand tu veux faire croire que tu fais de l'hypnose et que tu vas utiliser un truc de magicien, entre guillemets, ou d'illusionniste pour faire croire qu'il y a de l'hypnose. Et là, pareil, j'en connais un paquet, et toi, Michel, aussi. Oui. Un bouquin qui n'est pas très connu, c'est un auteur, c'est un copain, Vincent Berkaoui, Hypnotisme professionnel. Super bouquin, très sympa. Excellent sur le groupe. J'ai la version encore d'avant. Et sur l'hypnose de groupe, c'est merveilleux. Après, des vieux trucs, alors bon, ça on ne les trouvera plus, mais d'hypnose de spectacle des années 50, ça j'en ai plein. Après, tous les hormones McGills,
Alors, il y a évidemment bon, là, les vieux historiques. Hein. Là, ceux que tu as traduits aussi. Voilà. Oui. Là, etc. Et là, maintenant, il y a la traduction. Donc, chez Ludo, Voilà. chez Marchand de Trucs, il y a les 2 premiers tomes. On attend les 2 derniers. Ouais, on attend les 2 derniers qui doivent arriver normalement de la rentrée, je pense. Voilà, bon, après, lire des Darren Brown, mais ça, c'est une évidence. Et après, dans les bouquins d'hypnose, alors il y a bon, le bouquin de Jean-Emmanuel Combe, La voix de l'inconscient pour la street. Après, il y a le bouquin qu'il a fait aussi chez Marchand de Trucs, chez Ludo. Super bon bouquin de Thomas. Très bon. Un copain. Il y a La Réunion, Thomas Arsens, c'est excellent. Et après, un bouquin qui est passé un peu inaperçu, et j'aimerais bien le mettre en valeur, c'est Sami Boudeliou. Ça s'appelait Un jour une hypnose. Il a fait un 3e tome, j'en ai que 2. Ouais, alors il y en a 3, et puis même il a sorti d'autres trucs. Moi, j'avais contacté à l'époque, et puis alors c'était, il s'est lancé le challenge Un jour une hypnose, c'est-à-dire un jour une hypnose de rue. Sa main du destin et son horloge hypnotique sont très très bonnes. Ouais, il a plein de bonnes idées. Et voilà. Alors après, bon, j'ai encore plein d'autres bouquins, les bouquins plus américains, les Sean Michael Andrews, les Jonathan Royle aux États-Unis, en Angleterre, pardon, le Deeper là de Jonathan Chase, etc. Enfin, il y a vraiment une bibliographie et il y a des livres dédiés à l'hypnose de scène, à l'hypnose de spectacle, et il faut les lire et il faut s'intéresser à ça quand on fait l'hypnose thérapeutique parce que c'est une mine d'informations. Et puis après, il y a tous les classiques de les filiatres, les Français aussi. Oui, bien sûr. Il y a plein de trucs à apprendre, plein de trucs à attraper. Hein. Donc voilà, je crois que il faut être curieux, il faut être ouvert, et puis c'est une arborescence. Au plus on explore, au plus ça part dans tous les sens, au plus on découvre des trucs incroyables. Et ça, c'est génial. Et de toute évidence, ton livre sur l'histoire de l'hypnose, qui est un chef-d'œuvre et qui renvoie vers une multitude de sources, parce que tu laisses les sources bien évidemment dedans, et c'est passionnant. Moi, je sais que ce livre. Pas aller jusqu'au terme chef-d'œuvre, j'aurais pas le prix Nobel de littérature, je pense, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que c'est un bouquin qui fait des ouvertures. Voilà. Il y a plein d'ouvertures et ça vous dit, voilà, intéressez-vous à tel auteur, allez lire ça. C'est le plus complet en français sur l'hypnose de spectacle. Pas de fausse modestie, c'est le plus complet. C'est le plus complet en français sur l'hypnose de spectacle. Enfin, l'hypnose de spectacle, l'histoire de l'hypnose, c'est le plus complet que je connaisse en français. Et j'en ai beaucoup en français. Je pense qu'il n'y a pas autant d'éléments rassemblés au même endroit dans un même ouvrage en français à ma connaissance. Ouais, ben là on bosse sur la 2e édition relue et il y aura encore plein de trucs en plus. Voilà, donc work in progress comme on dit. Voilà, ça fait partie des projets aussi. Ben super, pour la conclusion, parfait. Merci à vous deux, puis peut-être à bientôt en Merci vrai. Marc. Merci. Au plaisir. Oui.